Voilà, c'est des petits soucis techniques qu'on a réglés avant de venir. Alors je vous propose effectivement de faire un grand voyage. On va partir de la finance et on va aller jusqu'à l'économie durable. Pourquoi? Parce que avant de vous annoncer les bonnes nouvelles, je vais commencer par les mauvaises. Et les mauvaises, c'est que les difficultés ne font que commencer. Mais c'est extrêmement important d'en prendre conscience, vous le savez tous, mais je vais rajouter quelques éléments supplémentaires, je vais mettre une couche en plus. Parce que tant qu'on n'a pas fait le deuil du modèle dans lequel on vit, on ne peut pas penser à un autre modèle économique. Donc l'objet de la soirée, c'est de vous démontrer, vous convaincre, je ne sais pas, on en parlera après, mais de vous démontrer que quoi qu'il en soit, on n'a plus vraiment le choix, on est obligé de changer de grille d'analyse, de changer de modèle, et de revoir nos méthodes d'appréciation, de valorisation, de conduite des entreprises. Alors comme je vous le disais, mauvais réflexe, je tape sur l'ordinateur. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne connaît pas une véritable crise économique. Ça, moi, j'en suis convaincu. Celle qui est peut-être une plus mauvaise nouvelle, c'est que c'est bien pire que ça. Je vous ai mis deux slides. L'un évoque la Renaissance, l'autre évoque le néolithique. Pourquoi ces deux slides? Pour vous dire qu'on est entré dans une phase extrêmement enthousiasmante au niveau intellectuel, difficile pour certains, qui sont en survie alimentaire et survie sociale, mais si on se pose, si on se situe sur un plan purement intellectuel et d'analyse, on vit quelque chose d'exceptionnel au niveau de l'humanité. On est en train de vivre l'équivalent peut-être de la Renaissance, avec toute la créativité qui a eu lieu, ou peut-être encore plus puissant, l'équivalent du néolithique. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la Renaissance? Vous le savez, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est des petits pays, les Flandres et l'Italie, qui inventent des nouvelles technologies, des nouvelles façons de peindre, qui inventent l'imprimerie, etc., et qui a débouché sur la Déclaration des droits de l'homme et ce qu'on connaît aujourd'hui après quelques siècles d'évolution. Ça, c'est l'aspect évolution douce du système. On vit une révolution technologique, on vit une évolution qui va déboucher sur une grande créativité. Et je vous rappelle que pendant la Renaissance, on en retient toujours le côté positif, on a vécu des choses extrêmement violentes et terribles, exactement ce qu'on commence à vivre aujourd'hui. C'était l'extermination des Amérindiens, c'était les guerres de religion, par exemple. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'évolution, de révolution ou de mutation sans le côté noir de la face. On vivra toujours les deux en même temps. Donc soit on se positionne du côté optimiste en se disant on vit une évolution formidable et il faut minimiser au maximum les effets collatéraux, soit on ne voit que le côté négatif et on pense que tout est foutu et que la crise va nous emmener au fond du fond et que dans ces cas-là, il n'y a plus qu'à prendre une corde. La deuxième possibilité, mais ça je n'ai aucune certitude, on aura la réponse dans quelques années ou quelques décennies, on vit peut-être, et ça c'est une chance extraordinaire pour nous, êtres humains contemporains du XXIe siècle, l'équivalent du néolithique. Qu'est-ce qui s'est passé au néolithique? Eh bien, au néolithique, l'homme a inventé une nouvelle technologie. Jusqu'au néolithique, que se passait-il? L'homme était chasseur-cueilleur. Il vivait en fonction de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Très peu de contact avec les autres clans, ils restaient entre eux. Et puis, on ne sait pas exactement pourquoi, il décide de se sédentariser, de ne plus être nomade, et de se positionner, de créer des villes, des villages, d'abord des villages, puis des villes quelques siècles après. Et pour vivre ensemble et créer des villages, que faut-il? Il faut une technologie alimentaire. On a inventé l'agriculture. L'agriculture est née au néolithique. Et la naissance de l'agriculture a conditionné tout le développement de la civilisation depuis cette époque. Ce qui veut dire que si actuellement, comme le pense Michel Serres, nous vivons l'équivalent d'un néolithique avec les réseaux, les technologies Internet, dont on n'en est qu'au début de l'éclosion de tout ce qui peut en découler, eh bien, on est peut-être à l'aube d'un néolithique. Ça veut dire que nos valeurs vont profondément changer. Un exemple, aujourd'hui, la valeur travail en tant que dirigeant d'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous, pour nous. Eh bien, rappelez-vous qu'il y a seulement 2000 ans, 2400 ans, sous Platon, le travail est une valeur qui était laissée aux esclaves. Personne ne travaillait. Et les choses ont changé. Et on est peut-être à l'aube d'un changement aussi radical. Je ne veux pas dire qu'on va arrêter de travailler, ça c'est une autre question, mais en tout cas, on va découvrir des nouvelles valeurs, rentrer dans une civilisation complètement nouvelle, et on a commencé à mettre le pied dedans. Alors combien de temps ça prendra? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on peut voir de l'analyse, ce qu'on peut comprendre de l'analyse actuelle, des signaux faibles, c'est que les choses sont en train de s'accélérer. Pourquoi elles s'accélèrent? Décidément. Parce que le système dans lequel on est un système à bout de souffle. Pourquoi il est à bout de souffle? Et là, je vais commencer par la facette financière. Parce que depuis les années 1980, on a pris une série de mesures, de décisions, qui aujourd'hui nous amènent droit dans le mur. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, mais vous les connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé? On passe d'un système très keynésien, où l'État est très présent, très dirigiste de l'économie, à un système libéral, puis ultralibéral, et c'est peut-être là qu'on touche quelque chose qui est allé trop loin. On passe d'une réglementation qui était parfois excessive à une déréglementation totale.
Et si la déréglementation a créé beaucoup d'emplois, a libéré les énergies à travers le monde, je pense aux États-Unis et à l'Europe dans les décennies qui ont suivi, eh bien la déréglementation des marchés financiers, c'est le point noir. Et aujourd'hui, on commence à payer les conséquences de cette déréglementation à outrance des marchés financiers. Toutes les matières premières sont cotées, on spécule sur tout, sans aucun contrôle mondial. Je vous rappelle que les places financières sont toutes interconnectées entre elles, révolution Internet, passage aux cotations électroniques. Et qui peut contrôler ces flux financiers ? Personne aujourd'hui dans le monde n'est en mesure, en capacité de contrôler à la nanoseconde ce qui se passe. Et ça, c'est le drame de nos économies aujourd'hui, c'est qu'on a donné le pouvoir aux financiers et ça va être très difficile de le reprendre. Et puis dans les années 80, on a eu aussi cette chute des derniers remparts à l'ultra, qui sont la chute du mur de Berlin, le discours de Deng Xiaoping qui ouvre la Chine au capitalisme. Plus aucune barrière, plus aucun contre-pouvoir à un libéralisme ultra, parce que je fais la différence entre le libéralisme et l'ultralibéralisme. Et on en arrive où on en est aujourd'hui, le culte de la rentabilité, avec une bourse qui ressemble de plus en plus à un casino géant. Et encore, je discutais récemment avec un patron de casino, si on est dans un casino, ça tombe bien, un patron de casino au Sable d'Olonne, et il me disait « mais vous avez tort quand vous comparez la bourse à un casino, parce que dans un casino, les joueurs pathologiques, on les interdit. Ils n'ont plus le droit de rentrer. En bourse, non. » Deuxième élément, quand on rentre au casino, on perd de l'argent cash, mais on ne joue pas à crédit. En bourse, on joue à crédit. Et donc, c'est plus qu'un casino, c'est un casino sans aucune réglementation, d'où l'inquiétude qu'on peut avoir pour les prochaines années, parce qu'il va être difficile d'arrêter ces fous, et je pèse mes mots, parce qu'il y a des gens très bien dans le monde de la finance, mais quand vous les mettez tous ensemble, c'est des comportements complètement irrationnels. Et là est le problème. C'est le mimétisme et l'instinct grégaire des êtres humains, quand on les met ensemble et qu'il n'y a pas de règles, ça tourne mal. Et les conséquences de cette déréglementation des marchés financiers, de cette bourse folle, il n'y aura qu'un graphique, je vous rassure, celui-là, eh bien, c'est une très grande volatilité des marchés financiers. Volatilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cours de bourse passent plus 2% un jour, moins 2 le lendemain, c'est ce qu'on a vécu cette semaine encore. Des banques qui perdent 30% une journée, 25%, elles en regagnent 10%. Ça rime à quoi tout ça ? Ça n'a aucune réalité économique réelle. C'est uniquement de la spéculation. Et ce que je veux dire par ce graphique, c'est que si vous regardez ce qui se passe, on passe de périodes d'euphorie avec des micro-crises, mais sur longue période, on passe de l'euphorie à la déprime, de l'euphorie à la déprime. En psychanalyse, on parle d'un comportement maniaco-dépressif. Donc nous avons donné les clés de l'économie mondiale à des gens maniaco-dépressifs dans leur ensemble. Ça pose problème, parce que qu'est-ce qui va les arrêter ? Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et pour montrer à quel point il n'y a plus aucune limite, outre le fait qu'on spécule en temps réel, où l'argent n'a plus d'origine réelle, puisqu'en 2 clics, je peux passer un ordre en direct ce soir à Wall Street, dans la nuit à Tokyo, Singapour, et je reviens sur Paris demain matin, et tout ça aurait été totalement transparent et fait à partir d'un smartphone, comme on le disait tout à l'heure. Eh bien, la problématique, c'est que, comme il n'y a plus aucune barrière, on cherche toujours à gagner plus d'argent de plus en plus vite. Et on atteint un point de rupture dans ces années 2010. Aujourd'hui, 2/3 des transactions sur le marché américain, et c'est plus de la moitié à Paris, sont réalisées par des robots, des ordinateurs, qui sont programmés grâce à des algorithmes informatiques. On prend nos meilleurs ingénieurs, et au lieu de les mettre dans l'industrie et de créer des choses nouvelles, et donc d'apporter une pierre à la création d'emplois et à la création de richesses, on les met en salle de marché, ils écrivent des algorithmes, vous programmez l'ordinateur, et l'ordinateur passe des milliers d'ordres à la nanoseconde. C'est du jackpot pur et dur. Et le but est quoi ? De gagner quelques centimes d'euros à chaque transaction. Et à la fin de la journée, si tout se passe bien, vous avez gagné pas mal d'argent, perdu un peu de temps en temps, mais vous faites de l'argent pour de l'argent. Et dernière référence à Aristote, on est exactement dans ce que les Grecs appelaient une crise crématistique. C'est-à-dire que l'argent n'est plus une monnaie d'échange, l'argent n'est plus un moyen de développer l'économie, l'argent est devenu une finalité. Point. Quelle est l'utilité du trading haute fréquence ? Les défenseurs vous disent c'est super, ça crée de la liquidité sur les marchés, on s'en est passé pendant des décennies, on pourrait très bien s'en passer demain. Parce qu'aujourd'hui, ces marchés spéculatifs et ces ordinateurs déstabilisent l'économie réelle, notamment sur le marché des matières premières, qui sont des marchés extrêmement étroits, où la spéculation peut faire passer les cours de plus 20 à moins 20% en l'espace de quelques jours ou quelques heures. Et pour montrer à quel point on est dans une spirale infernale dont il sera difficile de sortir, c'est que quand les marchés vont mal, quand les banques sont asséchées et qu'elles sont au bord de la faillite, ce qu'on a connu avec Lehman Brothers en 2008, que font les grands argentiers mondiaux, la Banque Centrale Européenne ou la Fed aux États-Unis ? Eh bien, ils remettent de l'argent dans le marché. La matière première des banques, c'est l'argent. Il n'y a plus d'argent, on vous en redonne, en vous disant ne recommencez pas vos bêtises. Bien sûr, on ne recommencera pas, on a compris. Que s'est-il passé en 5 ans ? Rien n'a changé. On n'a pas changé les pratiques bancaires au niveau mondial. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement pessimiste
à moyen terme, c'est qu'on va avoir une crise bancaire majeure dans les prochaines années si on ne change rien. Et même la BCE s'émeut, s'est émue ces dernières semaines. Ils ont prêté 1000 milliards d'euros entre janvier et mars aux banques qui étaient en difficulté, qui avaient besoin de cette liquidité, de cette ressource. Ils leur disent où sont passés ces 1000 milliards. Où ils sont passés, ils sont sur les marchés, ou alors ils sont dans un compte sécurisé, mais ils sont stérilisés. Ils ne servent plus à rien. Ils ne créent pas d'emploi, ils ne créent pas de crédit. C'est de la sécurisation. Alors, pour mettre un bémol, pourquoi les banques réagissent comme ça? Eh bien parce qu'elles ont aussi une réglementation qui s'appelle BAL 3, qui les oblige à sécuriser leurs fonds propres et à prêter moins d'argent. Vous voyez, on est rentré dans un jeu où la réglementation nourrit la crise, on essaie de dénouer la crise en remettant de l'argent dans le marché, mais cet argent est stérilisé par la réglementation. Donc tout réglementer, ce ne sera pas la solution non plus. Il va falloir trouver une troisième voie entre pas de réglementation et trop de réglementation. Il va falloir trouver le compromis. Et ça va sûrement prendre quelques années, puisqu'il va falloir s'entendre à 20, au G20 minimum, voire à 197 pays à moyen terme. Donc on en arrive dans une situation où, finalement, eh bien, il ne faut pas compter sur nos hommes politiques, quelle que soit la coloration, ce n'est pas le problème, pour mettre de l'ordre dans la finance mondiale, parce que ça fait 5 ans qu'ils se sont engagés à le faire et qu'ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que s'attaquer à la finance mondiale, eh bien, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, ça va être extrêmement compliqué. Je mets au défi le président d'une grande banque européenne ou américaine de nous expliquer quelles sont la nature et le fonctionnement des produits dérivés dans son bilan. Il n'y a que l'ingénieur derrière son ordinateur qui peut expliquer comment ça marche. Et avec l'interconnexion de toutes les filiales bancaires, de tous ces réseaux, je parle des grosses structures internationales, c'est devenu impossible à savoir où est le risque, où est-il passé et d'où va venir la prochaine crise. Et l'autre problème qui nous est posé, c'est que ces financiers, finalement, eh bien, ils ont poussé leur pion depuis 30 ans et ils sont partout. Alors là, je tire un peu à boulet rouge sur Goldman Sachs, donc là c'est un peu facile, je ne suis pas le premier, on tire sur l'ambulance, mais il n'empêche que Goldman Sachs est une grande banque d'affaires internationale que vous connaissez, la plus puissante au monde. Leurs hommes, ils sont où? Les anciens de Goldman Sachs, vous les retrouvez partout. Mario Draghi, patron de la BCE, Mario Monti, président du Conseil italien, Lucas Papademos, ancien président grec. Est-ce qu'ils vont prendre des décisions qui vont à l'encontre d'une vision favorable aux investisseurs et aux marchés financiers? Non, pas vraiment, puisqu'ils ont été formés à cette école. Donc ça va être difficile de changer les choses. Et les conséquences, vous les connaissez, c'est que le marché a pris le pouvoir sur les États. Pourquoi? Parce que depuis les années 1980, au lieu de faire des économies comme tout bon père de famille, les États, de droite comme de gauche, dépensent de manière dispensieuse, ils dépensent trop, il ne faut pas assez d'économies, les recettes se tarissent en face, et quand il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, depuis 1980, on s'est tourné vers les marchés financiers, et on a commencé à emprunter de l'argent sur les marchés. En 1980, la France avait 10% de dettes détenues par des non-résidents, c'est-à-dire les investisseurs, et 90% détenus, grosso modo, ou 80% détenus par les Français via les contrats assurance vie. 2010, 80% de la dette détenue par les marchés, 20% par les résidents. Donc on est pieds et poings liés face aux marchés, puisque c'est eux qui nous donnent les moyens de continuer à payer le salaire des fonctionnaires, nos hôpitaux, nos retraites, la sécurité sociale. On n'a pas le choix. Donc on est obligé de les écouter. Et ça donne des situations qui sont extrêmement inquiétantes. Je vais parler à nos amis espagnols. Ils connaissent la situation mieux que nous, et vous la connaissez aussi en tant que région frontalière. L'Espagne est dans une situation extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas d'efforts d'austérité, les marchés financiers vont demander une rentabilité très forte, vont faire monter les taux d'intérêt, lesquels vont créer de la dette, une charge. Et si ils décident de dépenser de manière dispensieuse pour relancer leur pays et faire des grands travaux, une politique d'accompagnement, etc., ils vont avoir les marchés contre eux et ils seront en quasi-faillite, obligés de sortir de l'euro. Donc pour l'instant, on se focalise sur la Grèce, dont la question qui se pose aujourd'hui n'est plus de savoir est-ce que la Grèce va sortir de l'euro. Pour moi, la question est réglée, c'est comment elle va sortir de l'euro sans que ça entraîne des dégâts collatéraux. Donc on est en train de préparer l'enterrement de la Grèce de la zone euro, en douceur, depuis 1 an, ça se fait tranquillement. Le but est d'éviter une contagion bancaire, une panique, et d'éviter une contagion à l'Espagne, au Portugal et à l'Italie. Et c'est là où je me détache totalement des économistes qui vous disent que la Grèce peut sortir de l'euro, c'est pas un problème, c'est 3% du PIB. Ils ont de la feta et des bateaux, on peut s'en passer. Je caricature un petit peu, mais c'est pas loin, pas très éloigné de ce que pensent certains dirigeants politiques. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que si la Grèce sort de l'euro, dévalue et réussit à relancer son économie par des dévaluations, allez demander à un jeune Espagnol de 25 ans ce qu'il faut faire, et vous dire, il faut faire pareil, il faut sortir de l'euro, il faut dévaluer, comme ça on va refaire tourner nos entreprises, on va vendre nos produits, et puis on va relancer la machine. Alors allons-y. Et vous avez une crise sociale, les gens descendent dans la rue.
C'est exactement ce qui nous pend au nez dans les prochaines années. Portugal idem, Irlande pareil, et la France c'est pour dans 2-3 ans, si on continue comme ça. Il ne faut pas croire qu'on est dans les pays vertueux, on est plutôt dans les pays en difficulté. On est entre les deux, on est bien un pays pivot. Et le sort de la Grèce est déjà scellé aux yeux de l'opinion publique allemande, puisque aujourd'hui en Europe, l'Eurogroupe travaille déjà un scénario de sortie. Et puis si vous lisez la presse allemande, Der Spiegel a déjà dit adios aux Grecs. Bref, les Allemands se préparent à sortir la Grèce de l'euro, mais tout ça le plus doucement possible. La question qui se pose face aux excès de cette finance, qui nous a quelque part, je vous rappelle que la crise de Lehman Brothers en 2008, c'est 5 000 milliards de dollars au minimum injectés dans l'économie réelle. Donc ça a mis les États en difficulté, bien entendu. Et la question se pose, c'est que si on a une crise bancaire d'envergure en 2013, 2014, 2015 ou 2016, comment vont faire les États occidentaux pour faire face à ces risques de faillite bancaire? Est-ce qu'ils peuvent nationaliser les banques? Ça sera difficile, on n'a plus d'argent. Donc comment allons-nous financer les prochaines crises? Alors les Américains ils ont trouvé une solution, mais c'est une solution très court-termiste, ils font tourner la planche à billets. Faire tourner la planche à billets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent, et bien vous en créez, vous en imprimez. C'est ce que font les États-Unis, ils ont toujours fait ça. Ils continuent, alors ils créent des billets, des billets, des billets. Ils augmentent ce qu'on appelle la masse monétaire. Et le problème est que dans quelques années, on aura un retour de l'inflation massif aux États-Unis ou dans le reste du monde. Et surtout, on court le risque d'une crise financière majeure dans quelques années quand on va se rendre compte que le dollar ne vaut plus rien. Parce qu'il y a trop de billets verts sur la planète. Et qu'est-ce qui fait la valeur du dollar aujourd'hui? D'une part, c'est nos difficultés européennes. Donc comme on a peur, on achète. Et vous savez qu'on emprunte de l'argent aux États-Unis à 0%. On prête de l'argent aux Américains à 0%, et l'Allemagne hier a emprunté sur les marchés à 0% aussi. Les deux pays refuges, c'est l'Allemagne et les États-Unis. Mais la problématique, c'est que ce château de cartes peut s'écrouler rapidement, quand on va prendre conscience que le dollar ne vaut rien. Mais pour l'instant, ça tient, parce que d'une part, on a trop de problèmes de notre côté, et d'autre part aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, depuis la fin de l'étalon or, dans les années 70, toutes les matières premières se négocient en dollars. Donc tout le monde doit avoir du dollar dans les poches. C'est une demande soutenue artificiellement. Vous voulez acheter des matières premières, il faut payer en dollars. Donc il faut que vous achetiez mes dollars. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fragile qui peut s'écrouler. Première raison de s'inquiéter. Autre raison de s'inquiéter, alors d'abord une bonne nouvelle, c'est que de l'argent dans le monde, il n'y en a jamais eu autant. Donc, je vous le disais, ça serait un petit peu, c'est un constat un peu raide, mais c'est la réalité. Donc on peut peut-être compter sur les fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pour nous aider à relever la tête et à éponger nos dettes en partie. Alors d'une part, ces pays, ce n'est pas des Pères Noël, ils ne vont pas nous donner de l'argent, ils ne vont pas nous faire un chèque en blanc. Que l'on se désindustrialise, ce n'est pas un problème pour eux. Ce qui compte pour eux, c'est juste qu'on puisse consommer leurs produits encore suffisamment d'années avant que leur classe moyenne prenne le relais. Donc pour l'instant, ils vont nous soutenir un peu en achetant quelques belles entreprises. Et puis s'il faut faire un petit chèque de 10 ou 20 millions de dollars, ils le feront peut-être, mais ils ne vont pas éponger nos dettes. Et l'autre problème, c'est que ces pays, ils sont en train de s'organiser entre eux, d'une part, les échanges sud-sud, et d'autre part, ils ne sont pas à l'abri, eux non plus, d'une crise financière d'ampleur, puisqu'aujourd'hui le FMI met en garde contre une crise chinoise. Vous connaissez la bulle immobilière chinoise, le ralentissement économique actuellement, qui est une vraie cocotte minute sociale. Peut-être qu'on aura dans un an, dans 2 ans, une crise chinoise. Et que sera la Chine dans 10 ans? J'en ai aucune idée. Ça me fait toujours sourire quand j'entends des gens nous dire la Chine va dominer le monde et ça va continuer, et dans 20 ans, on parlera tout chinois, etc. On n'en sait strictement rien. Si la croissance ralentit trop fortement en Chine, qu'est-ce qui se passe? C'est l'explosion sociale. Et c'est peut-être l'éclatement de l'équivalent de l'Empire soviétique, avec une Chine morcelée. Tout est ouvert. On est rentré dans cette période de mutation, comme je disais en introduction, où tout est ouvert, et tous ceux qui ont des certitudes sont dans l'erreur. On peut avoir des convictions, il en faut, mais il ne faut plus avoir de certitudes. Le monde va beaucoup, beaucoup, beaucoup changer. Comment? On tâtonne, on cherche, mais on ne sait pas vraiment comment tout ça va se terminer. Autre raison qui nous oblige à penser différemment notre modèle économique, et ça, je sors de la finance, mais je vais revenir après un petit peu, c'est que toute notre économie occidentale, notre société de consommation, l'American Way of Life, comme on dit, eh bien, tient sur un constat, c'est l'accès illimité aux ressources naturelles en matière première. On a développé notre modèle économique en Occident depuis les années 50, on va dire, depuis l'après-guerre, grosso modo. Comment? En ponctionnant massivement des matières premières, en les transformant et en rejetant les déchets. Alors bien sûr, il y a une prise de conscience écologique aujourd'hui, on fait un peu plus attention à ce qu'on rejette dans la nature. Oui, mais on n'a pas remis en cause la source. On continue à ponctionner. Et on croise les doigts pour qu'il y en ait encore, longtemps. Mais que se passe-t-il dans la réalité? Eh bien, c'est que les ressources, elles vont de toute façon s'amenuiser un moment à l'autre, parce que, d'une part, la Terre est un monde fini. Récemment, le WWF disait, si tout le monde consommait comme un Américain, eh bien, il nous faut 2 planètes Terre en 2020. C'est demain, 2020.
Et on a tout basé sur une ressource qu'on utilise tous dans nos voitures, qui est le pétrole. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce point de rupture où il va falloir se désintoxiquer du pétrole. Donc là, je commence à mettre un pied dans l'économie durable par les ressources naturelles. Pourquoi il faut se désintoxiquer du pétrole? Parce que le pétrole est devenu beaucoup trop cher. On a connu un pic à 150 $ il y a quelques années. On est redescendu directement derrière à 30 $ du fait de la spéculation, des bouclements des positions des fonds spéculatifs. Et aujourd'hui, on est reparti sur une tendance plus longue, autour de 100 $, 90, 100, 110, 120. Bref, on va aussi autour des 100 $. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a basé toute notre économie sur une ressource naturelle qui ne vaut plus 10 $ comme en 1990, ni 50 $ comme il y a 5 ans, qui vaut 100 $. Et qui peut valoir 150 $ demain, si on a un conflit israélo-palestinien. Et si on a un missile américain qui tombe sur une centrale iranienne par inadvertance, qu'est-ce qui va se passer? On sera à 250 $ le baril. Donc on est assis sur une poudrière, quelque chose qui nous coûte beaucoup trop cher. Et la problématique, c'est que, et c'est là qu'on peut parler de spirale infernale du pétrole, c'est que plus l'économie mondiale repart, renoue avec la croissance, plus la Chine crée, plus l'Europe renoue avec une croissance et les États-Unis, plus ça fait monter les prix du baril. Vous voyez, la spirale, elle est simple. Le baril ne peut baisser que s'il y a récession économique mondiale. S'il y a reprise, le baril monte, parce qu'on anticipe la pénurie. Et comme c'est les marchés qui cotent le baril, les marchés anticipent la pénurie, à tort ou à raison, mais ils l'anticipent. Donc on rentre dans une ère durablement d'un pétrole cher, d'une énergie chère. Et qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Il y a un risque de récession derrière, un risque d'inflation, parce que toutes les matières premières plastiques voient leur prix augmenter, les transports voient leur prix augmenter, enfin vous connaissez la musique. L'inflation, c'est la hausse des prix, et on commence à la vivre depuis quelques années. Elle pourrait repartir beaucoup plus vite dans les prochaines années si l'économie mondiale rebondit. C'est le paradoxe. Parce qu'on dépend du pétrole. Et ça va nous obliger, cette dépendance au pétrole, à penser autrement. Et il y a un prospectiviste américain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui a publié un livre au mois de janvier qui est extrêmement intéressant, qui a titré « La troisième révolution industrielle ». Et son constat est simple. Il explique qu'il y a 2 révolutions industrielles qui nous ont précédés. La première, c'était toujours une ressource et un moyen de communication, chemin de fer, charbon. Deuxième révolution industrielle, nouvelle ressource naturelle, pétrole. Moyen, la voiture. Et on développe les axes de communication, les autoroutes, on désenclave les régions, on désenclave les États-Unis, on crée de la richesse par l'énergie et le moyen de communication. Troisième révolution industrielle, ça ne peut plus être autour du pétrole, c'est terminé. Même si on n'est pas dans une mutation profonde, parce que je peux me tromper, si on entre uniquement dans une révolution industrielle, eh bien ça sera sur une autre énergie. Et ça sera des énergies alternatives, parce que là les ressources sont illimitées si on s'en donne les moyens. Et ça sera par un autre réseau de communication, ce qu'on appelle les smart grids, les logiciels intelligents qui permettent à chaque bâtiment de communiquer avec un autre bâtiment. Et peut-être, si on a le courage de le faire, que dans 20 ans, chaque maison, chaque immeuble, chaque appartement créera sa propre énergie, laquelle sera dispatchée dans le réseau par des logiciels qui sauront identifier les besoins d'un bâtiment par rapport à un autre en temps réel, de manière totalement transparente. Et ça, c'est un système d'énergie totalement décentralisé, qui va à l'encontre de notre mode de pensée avec des centrales et on dispatch. Alors bien sûr, il y a des débats techniques, on pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez, pendant le cocktail, qui rendent la chose assez difficile à court terme, mais il n'empêche que cette vision totalement décentralisée, énergétique, grâce au réseau et au smart grid, c'est tout à fait plausible, et ce qui est intéressant, on le verra après, c'est que c'est créateur d'emplois non délocalisables. Donc on résout à la fois un problème écologique et un problème social, et on crée de la valeur économique. On est dans un triptyque vertueux. Nous sommes donc rentrés dans ce monde où le mythe de la croissance infinie s'écroule. Il va bien falloir revoir notre mode d'organisation, parce que comme vous voyez sur ce tableau, c'est des estimations faites par Eric Orsena, qui au-delà d'être un romancier est aussi un spécialiste des matières premières. Eh bien, il vous dit, c'est très simple, hein, la demande asiatique explose, et en face, les réserves existantes s'amenuisent, donc il n'y a pas besoin d'un fait polytechnique pour comprendre que les prix vont monter, et qu'on a un problème, et que finalement, 17 ans de zinc, 40 ans de nickel, 22 ans de plomb, c'est demain, c'est extrêmement rapide. Il y aura une anticipation par les marchés de la pénurie, et ça va coûter très cher. Et les conséquences géopolitiques de tout ça, c'est que les États les plus riches qui ont besoin de ces matières premières, c'est nous les plus gros consommateurs de la planète, les États occidentaux, on fait une pression de plus en plus forte sur les pays pauvres, la situation s'aggrave, et c'est source de conflits, de migration, qui vont coûter cher, tant sur le plan humain qu'économique. On tourne en rond, on est toujours dans cette spirale négative. Et les conséquences pour le consommateur occidental, même s'il ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans l'hémisphère sud, ça sera de toute façon une hausse des prix. Ce qui veut dire qu'on est en train de vivre la fin d'un concept qui a valeur universelle aujourd'hui, c'est l'obsolescence programmée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Je vais faire très vite. C'est quoi l'obsolescence programmée? C'est une idée de génie, entre guillemets,
Il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Landon qui, en 1930, face à l'effondrement de l'économie américaine, a une idée lumineuse. Il écrit un livre, et dans ce livre, il explique que pour relancer l'économie américaine, pour créer de l'emploi, il faut fabriquer des produits jetables. Il faut que les produits soient moins solides. Il faut que les ampoules électriques claquent au bout de 3-4 ans. Il faut que les bas des femmes, les bas n'étaient pas encore inventés, mais c'était appliqué après, il faut que les vêtements s'usent, que les couleurs changent. Il invente le marketing et il invente la consommation de masse finalement. Et ce monsieur Robert Landon n'a pas été écouté en 1930. Vous connaissez la suite, on s'est fait la guerre. 1945, on exhume les écrits de Robert Landon et les États-Unis inventent la publicité, la réclame, comme on appelait ça. Ils inventent le marketing et ils inventent la société du jetable. Les voitures changent de forme, de couleur, les vêtements, on invente la mode. Ça nous paraît complètement acquis, gravé dans le marbre aujourd'hui, ça n'a que 50 ans, 60 ans. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Et pourquoi l'obsolescence programmée a été possible ? Ben, tout simplement parce qu'on avait un accès illimité aux matières premières. Donc tant qu'on pouvait consommer du pétrole, des ressources fossiles, les jeter à des prix très raisonnables parce qu'on avait colonisé les pays producteurs, les pays détenteurs de ces réserves, donc on avait fait main basse sur toutes les réserves, on pouvait développer l'obsolescence programmée. 2012, quel est le constat ? Ces pays propriétaires de matières premières, ils nationalisent de plus en plus leurs ressources, parce qu'ils en ont marre que ça parte à l'étranger, première chose. Deuxième chose, leur population est en train de s'élever socialement et veut consommer les mêmes produits. Bref, on a une pénurie de matières premières qui s'annonce et on veut maintenir l'obsolescence programmée. On va au clash, ça ne pourra pas fonctionner. Ça sera source d'inflation. On va sortir de l'obsolescence programmée inévitablement, d'autant qu'on a une crise écologique qui nous menace, ça on en est tous conscients, et quelles que soient les raisons ou non des dérèglements climatiques, eh bien, force est de constater que tout ça nous coûte cher, que ce soit l'homme ou pas l'homme, je ne vais pas rentrer dans le débat, ce n'est pas la question. Vous voyez, l'Asie aurait besoin de 40 milliards de dollars par an pour gérer les dérèglements climatiques, les inondations de Bangkok, au mois d'octobre par exemple. Et puis derrière, c'est des flux migratoires, et ça va coûter très cher aussi, parce qu'il va falloir gérer ces grandes migrations humaines qu'on n'avait pas connues depuis des siècles, voire des millénaires. Je reviens à l'économie. Les conséquences des crises financières à répétition, de l'appauvrissement des États, de l'inflation générée par la pénurie de matières premières, du vieillissement de la population qui va générer des charges, la prise en charge de nos aînés. Il va bien falloir payer. Une maison de retraite, c'est 1 000 à 2 000 euros par mois, voire plus. Il va falloir pouvoir supporter tout ça, c'est extrêmement coûteux. Ça va déboucher sur quoi ? Eh bien, ça débouche inévitablement sur l'appauvrissement durable et inéluctable des classes moyennes occidentales. On est rentré en phase d'appauvrissement, les Grecs peuvent vous en parler. Je vous rappelle quand même qu'en Grèce, les salaires ont fondu d'un quart en 2011, 25% de baisse des salaires. Comment voulez-vous relancer un pays par la consommation en baissant les salaires des individus ? Moi, j'aimerais bien que nos économistes nous expliquent. C'est une équation qui est complètement insoluble. Vous dites aux gens, consommez plus, on va relancer l'économie, mais pour ça, on va d'abord vous appauvrir. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on a entamé dans les autres pays d'Europe. Eh bien ça ne pourra pas marcher, parce que l'appauvrissement va être durable, parce qu'on a quand même des dettes qui vont être longues à rembourser. On est entré dans un cycle d'appauvrissement. Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, dit aux Européens « Arrêtez les saignées médiévales ». Vous savez, on saignait le malade, on est en train de faire la même chose. Ça va mal, on vous saigne. Donc on est en train d'appauvrir les gens. Et la problématique, c'est que qui est le moteur de l'économie, qui est le moteur de la consommation en Occident ? Ce sont les classes moyennes. Les plus démunis dépensent peu par rapport à ce qu'il faudrait dépenser pour soutenir l'économie. Les plus riches, ce qu'on appelle les ultra-riches, les 1% d'Américains qui contrôlent la moitié du PIB des États-Unis, donc les multimilliardaires, dépensent peu aussi. C'est sanctuarisé, c'est placé, c'est investi, ça ne vient pas dans l'économie réelle tous les jours. Qui consomme et dépense son argent ? Ce sont les classes moyennes. Et en appauvrissant les classes moyennes, on est en train de tuer toute reprise économique mondiale dans l'œuf. On rentre en récession inévitablement. Et le paradoxe de tout ça, et c'est là où je vais commencer à être un petit peu optimiste, c'est que le paradoxe, mais il fallait le faire. C'est indispensable d'enfoncer le clou, parce qu'il ne faudrait pas se faire d'illusions quand même. On est adulte, il faut voir les choses en face, ça va aller mal tant qu'on ne change pas. Et ceux qui vous promettent des lendemains qui chantent avec des vieilles méthodes, eh bien soit c'est des menteurs, soit ils sont inconscients, parce que de toute façon, ça ne pourra plus marcher. Voilà. Du fait, ne serait-ce que de la contrainte ressources naturelles. Même en évitant toute crise financière, on a un problème de ressources naturelles. Donc on est un petit peu optimiste, et c'est le paradoxe, c'est que plus les gens s'appauvrissent en Occident, plus ils s'interrogent sur le sens du modèle économique dans lequel on est depuis 50 ans. C'est-à-dire c'est quand les difficultés commencent, qu'on commence à se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer de voiture ?
Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'acheter l'iPhone 4S alors que j'ai l'iPhone 4? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 4 écrans plats dans ma maison? Des questions très matérialistes qu'on ne se posait pas jusqu'ici parce que le crédit coulait à flot, le marketing faisait son boulot, et puis les salaires étaient très corrects en Occident par rapport au reste du monde, et donc on consommait, c'est la consommation plaisir. Eh bien, à mesure qu'on s'appauvrit, on commence à s'interroger, et on s'interroge d'autant plus que les inégalités sont croissantes, et qu'aux États-Unis, pays qui est tout à fait dans la reconnaissance de la création de richesses et qui loue les gens qui réussissent à gagner de l'argent, ils ne sont pas dans le tabou français. Aux États-Unis, vous savez que c'est très bien vu de gagner beaucoup d'argent. Bien, même les Américains tombent de leur piédestal et disent comment se fait-il que 99% des Américains se partagent la moitié du PIB? Sous-entendu, il y en a 1% qui prennent tout pour eux. C'est la fin du rêve américain. Il y a quelque chose qui est cassé aux États-Unis. Le citoyen américain se rend compte que quelque part, il y a un problème. Vous savez que le patron de Lehman Brothers, quand il a plongé sa banque en faillite quand même, hein, il est parti avec un chèque de 360 millions de dollars. Et aujourd'hui, la moyenne des très grands patrons américains, des multinationales, ont des salaires moyens de 500 fois le SMIC. Donc on est loin des recommandations des premiers capitalistes qui étaient Ford, Rockefeller et autres, qui disaient que le patron ne devait pas dépasser 20, voire 40 fois le SMIC. Donc on n'est plus dans l'équité, on est dans l'irrationnel, dans le déraisonnable. Et on peut bien se demander ce qu'on fait avec 350 millions de dollars par an. Ça devient complètement indécent. Et ça, l'opinion publique en prend conscience. Et en Europe, ça se traduit, alors on l'a eu aux États-Unis, le mouvement des indignés, c'est encore ultra minoritaire, mais en Europe, sans rentrer dans le seul mouvement des indignés, on a de plus en plus de manifestations dans les rues, des jeunes grecs, espagnols, français un peu moins, ils attendaient les élections présidentielles avec un peu d'espoir, on verra dans quelques années s'ils sont déçus ou non. En ce moment, à Montréal, vous avez ce qu'on appelle le printemps érable, et non pas arabe. Donc les jeunes qui descendent dans la rue, ça commence par une petite étincelle, et puis finalement ils vont finir par revendiquer une autre société nord-américaine. Eh bien ces jeunes, pourquoi ils s'indignent? Je vous pose la question. Pourquoi s'indigner aujourd'hui quand on a 20 ans et qu'on est citoyen occidental? La peur de l'avenir. Voilà. La peur de l'avenir, et surtout, qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes? Quel est le programme de société? Je ne parle pas de programme politique, je parle de vrai programme de société. On leur propose d'avoir un boulot avec un peu de chance. Je vais prendre l'exemple de l'Espagne. 1 000 € par mois maintenant, c'est vraiment quelque chose de tout à fait appréciable, avec 5 ans d'études. Ce n'était pas le cas il y a encore 2 ans. On leur propose de ne pas pouvoir se loger en centre-ville et de rester chez papa et maman jusqu'à 40-45 ans, parce qu'ils ne peuvent plus se loger. On leur propose de payer des retraites indécentes, j'ai indécentes pour provoquer un peu, de leurs aînés qui vont gagner 2-3 fois plus qu'eux en étant à la retraite. On leur propose de payer les dettes dont ils ne sont pas responsables. On leur propose de se débrouiller avec la crise écologique. C'est pas notre problème, nous dans 20 ans on ne sera pas là, on laisse ça aux jeunes. Et on leur propose de sauver l'euro parce que c'est extrêmement important de garder une monnaie unique. C'est ça le projet de société. Donc autant vous dire que sans me faire le chantre et l'apôtre de l'indignation, ça va continuer, on n'en est qu'au début, parce qu'on ne propose rien d'enthousiasmant, on ne propose pas d'espoir, de projet de société aux jeunes occidentaux aujourd'hui. Et donc après le printemps, on aura sans doute, moi j'en suis assez convaincu, un printemps occidental si on continue comme ça dans les prochaines années. Quand je ne sais pas, il suffit d'une étincelle, mais ça peut arriver n'importe quand. Et c'est pas souhaitable, parce que vous savez très bien que quand ça commence, on ne sait pas où ça se termine. Les violences sont souvent incontrôlables. Donc on a cette période de la civilisation où il va falloir tout repenser, tout recommencer, et quelque part c'est aux Occidentaux de le faire en premier, parce qu'on s'est quand même bien servi ces 50 dernières années, on a bien ponctionné les matières premières, on a bien profité de tout ça. Maintenant il faut qu'on montre un peu d'exemple, qu'on soit un peu plus vertueux, un peu plus leader dans le monde, tant sur les idées, sur les modèles économiques, parce que c'est un peu facile de dire c'est aux autres de changer, mais est-ce que les Chinois, les Brésiliens, les Argentins, les Chiliens doivent changer avant nous? C'est peut-être leur tour de gagner un peu plus, de se sentir un peu mieux au quotidien, et à nous de faire un peu preuve de frugalité, en tout cas de plus de raison. Edgar Morin dit à juste titre, il faut tout repenser, il faut tout recommencer. Alors ça paraît terrible comme challenge, vous dites mais on ne va pas pouvoir y arriver, on est tout seul, c'est insurmontable. Et pourtant, ce qui est intéressant, et c'est là où on se rend compte que l'économie durable, c'est extrêmement enthousiasmant, c'est que ça a déjà commencé. Au niveau local, dans vos régions, partout dans le monde, et beaucoup dans les pays qu'on dit en voie de développement, eh bien, des gens se mobilisent, entreprennent différemment, créent des associations, mangent différemment, bougent différemment, inventent des nouvelles technologies énergétiques. Il se passe énormément de choses. Et ça, c'est très réjouissant, parce que si on regarde la bouteille à moitié vide, on dit que c'est énorme ce qu'il reste à faire. Si on regarde l'autre moitié, on se dit bah, ça a déjà commencé. On est déjà dans la mutation, on est dans cette renaissance où un monde s'écroule, un nouveau est en train de naître. Le problème, c'est les effets collatéraux de cette transition. Est-ce que ça va être une révolution douce ou est-ce que ça va être violent?
Ça, on n'a pas encore la réponse. Ça tient qu'à nous de s'accaparer cette renaissance, de se l'approprier pour aller vers quelque chose de moins douloureux possible. Et on arrive donc, parce que derrière l'économie durable, les gens voient toujours l'écologie. L'écologie, je rappelle que c'est un des piliers de l'économie durable, de ce qu'on appelle le développement durable, qui est un terme totalement galvaudé aujourd'hui en France. Développement durable égale écologie, c'est faux. Un développement soutenable, durable, c'est un développement harmonieux au niveau social, environnemental et économique. S'il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de pérennité. Donc c'est comment créer de la richesse en respect de l'environnement et en respect de l'humain. Et là, vous êtes dans une spirale vertueuse. Si vous les traitez séparément ou différemment, ça ne marchera pas. Et si vous pensez que c'est que de l'écologie, vous êtes totalement dans l'erreur. Donc l'économie durable, ce qui est intéressant, c'est qu'elle trouve son fondement, non pas uniquement dans l'envie de préserver la planète, de préserver la biodiversité, mais dans une recherche de sens. Comme je vous le disais, plus les gens s'appauvrissent, et c'est le grand paradoxe de la rupture actuelle, plus on va rechercher du sens à ce qu'on fait. Et ça veut dire très concrètement, pour les entreprises, pour les consommateurs, que plus vous recherchez de sens, plus vous revoyez votre pyramide des priorités quand vous consommez. On a tous des priorités d'achat. Ces dernières années, c'était le véhicule, l'immobilier, le vestimentaire, etc., etc. À partir du moment où les gens s'appauvrissent, je prends l'exemple de l'automobile, eh bien l'automobile n'est plus en haut de la pyramide des priorités pour un jeune de 18 ans, ça passe en fin de pyramide. Dernier investissement, dernier poste d'investissement. Pas tous, vous opinez, on est d'accord. Mais je vous assure que, en rencontrant beaucoup de gens qui ont des enfants d'une vingtaine d'années et beaucoup de jeunes aussi, la voiture, c'est plus la priorité. Elle est encore importante pour travailler, il faut une voiture quand on habite un peu loin des centres-villes. Mais ce n'est plus la priorité. Le jour de mes 18 ans, j'ai passé mon permis de conduire. Il y a combien de jeunes qui font ça aujourd'hui? Petite minorité. Et la voiture devient de la mobilité, j'y reviendrai tout à l'heure, plus qu'un objet de valorisation sociale. Donc il y a un changement de pyramide et de priorité. Et ça veut dire que cette allocation qui est en train de changer, eh bien elle va s'accentuer à mesure qu'on va s'appauvrir, et que si vos produits, si vos services dans vos entreprises ne sont pas porteurs de sens, eh bien, ils vont perdre en valeur, ils vont perdre en intérêt auprès d'une population qui va aller sur des produits plus compétitifs qui rempliront leur fonction. On verra après qu'on appelle ça le just enough, le juste prix. Soit on sort par le haut, on donne du sens et on reste en haut de la pyramide, soit on sort par le bas, et là c'est très compétitif, il y a beaucoup de monde, c'est très concurrentiel. Mais si vous restez au milieu, un produit sans saveur, sans odeur, eh bien le marché il va s'écraser. Je pense à Renault qui est en train de revoir son positionnement à juste titre. Soit ils sortent par le haut de gamme, et éventuellement la Dacia, les deux en même temps, mais rester sur la Mégane, j'ai un grand respect pour la Mégane, mais c'est juste pour vous dire que la Mégane, c'est une voiture trop chère pour ce qu'elle apporte. 15 000 à 20 000 euros pour se mouvoir dans un véhicule qui n'est pas luxueux, c'est pas un positionnement durable dans une société qui s'appauvrit. C'est la raison pour laquelle la Dacia marche très bien, la Logan marche très bien, vous bougez avec 4 roues une voiture à 8 000 euros, et si vous voulez faire plaisir, vous achetez une Mercedes, une BMW, une Audi, une marque de luxe. Voilà. C'est les deux tendances qui sont en train de s'accentuer, sachant que le luxe, le sens ne se résume pas au luxe. Le luxe est une catégorie de la recherche de sens, mais n'est pas la seule, on va le voir. Donc le monde de demain, qui est en train de se mettre en place, finalement, c'est un monde moins matérialiste, par la force des choses. La philosophie viendra après. Vous savez, Malraux disait que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. On rentre dans une nouvelle forme de spiritualité, j'en suis convaincu. Mais on n'y vient pas parce qu'on a envie de spiritualité, enfin pas tous. On y vient d'abord parce que ça nous touche le portefeuille, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc on va devenir moins matérialiste parce qu'on a moins d'argent. Et on va découvrir une nouvelle façon de vivre avec moins de choses, moins de biens, mais plus de liens. C'est la redécouverte de valeurs essentielles, qui sont les valeurs humaines, la proximité, la solidarité, l'échange, la chaleur humaine qu'on a un peu oublié ces dernières années. Et cette exigence de sens, d'engagement, de donner une véritable utilité à ce qu'on fait et à ce qu'on est, bien c'est en train de se développer dans plusieurs strates de la société, et je vais ventiler en quatre étapes. On le voit dans la consommation. Alors dans la consommation, qu'est-ce qui se passe? Quand vous interviewiez les gens au lendemain de l'effondrement de Lehman Brothers, en 2009, ils vous disaient, grosso modo, le progrès, c'est plus d'accumuler des biens, le progrès, c'est de choisir d'être sélectif, de consommer mieux. Alors ça, c'était les intentions en 2009. Une autre étude a été faite récemment, en 2012, par un cabinet qui s'appelle Eticity. Et que dit Eticity? Ils vous disent, effectivement, les Français sont prêts à changer leur mode de consommation. Après, pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, il ne faut pas que ça entame trop leur confort. Mais si on a des arguments solides, ils sont prêts à acheter différemment. Et ils sont même prêts parfois à mettre 5, 6, 7%, voire 10% de plus pour un produit local, de qualité, qui soutient des emplois locaux, régionaux.
C'est des tendances qui sont en train de s'affirmer, ne me faites pas dire que c'est déjà une réalité, ce sont des signaux faibles qui sont en train de prendre de l'ampleur. Et on voit par exemple dans le bio n'est pas la seule alimentation porteuse de sens, il y a tous les produits régionaux, les produits basques, les produits bretons, les produits corses, toutes les régions aiment leurs produits locaux, ça a du sens, on soutient l'économie locale, mais le bio est intéressant parce que c'est un peu un épiphénomène dans la consommation, et les gens ont tendance à dire oui le bio c'est pour les bobos, ils ont de l'argent, ils ont des idées, etc., ils s'achètent une caution morale en consommant bio. Et le CREDOC, qui n'est pas un institut partisan, a fait une étude récemment en montrant que finalement les produits biologiques se développaient fortement dans toutes les couches sociales. Même des gens qui étaient dans le seuil de pauvreté, moins de 800 € par mois, ça fait pas lourd, consommaient de plus en plus de produits biologiques pour leur santé, celle de leurs enfants. Bien sûr, ils n'achètent pas un rôti à 30 € le kilo, mais ils achètent des œufs, du lait, du pain, des choses moins chères, mais ils participent aussi à ce mouvement parce qu'eux aussi ont envie d'avoir accès à une alimentation plus responsable, à une consommation plus engagée. Donc on se rend compte que ce n'est pas un épiphénomène réservé aux bobos ou aux classes supérieures. C'est quelque chose qui est petit à petit en train de transpirer dans la société. Et ça va continuer. Pourquoi ? Parce que le consommateur occidental est de plus en plus alarmé par les risques sanitaires. Il suffit d'allumer sa télévision, d'allumer la radio, d'ouvrir des journaux. Depuis 2 ans, on ne cesse de parler du bisphénol, des risques des pesticides pour la santé, de tout un tas de produits, plus les scandales qu'on a eu en Chine avec la mélamine dans le lait, les bottes en caoutchouc où le gamin transpirait, il avait des démangeaisons, voire il était intoxiqué. Tout ça est en train de se développer. Et vous avez ces campagnes d'affichage par des ONG comme France Nature Environnement qui disaient à juste titre aux gens qui comptent aller en Bretagne, bonnes vacances, avec les algues vertes. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a encore 10 ans. Et pourquoi ça va continuer à se développer ? Parce que l'intermédiaire qu'on appelle la distribution a pris conscience de sa responsabilité, de la nécessité de changer sa politique d'achat, d'approvisionnement. Alors on n'en est qu'au tout début, je mets un bémol, parce que vous savez combien c'est difficile de faire changer des marques comme celle-là, dont vous reconnaissez le logo, ou bien d'autres, mais il n'empêche que pour côtoyer ces gens-là, pour travailler avec eux depuis quelques années, il y a un vrai changement. Il y a 3 ans, 4 ans, quand je leur disais, via des clubs APM ou autres, attention, consommation responsable, c'est pas un épiphénomène, vous n'allez pas y couper, ça va se développer, ils me disaient oui, alors là, ce qui compte, c'est le prix, ne me faites pas rire avec vos trucs de bobos utopistes. 2012, ils sont tous dedans. Auchan, Carrefour, Leclerc, Super U, consommez mieux, consommez bien, consommez local, donnez du sens à votre consommation, nous sommes des gens responsables, ils sont tous dans le même discours. Avec des succès plus ou moins mitigés, on va dire, ça dépend des enseignes, mais en tout cas, ils ont pris conscience. Et j'étais récemment à Prague, à un colloque national pour une grande enseigne, il y avait tous les directeurs de toutes les centrales de France. Eh bien, croyez-moi que le discours, ils l'ont entendu. La grosse difficulté maintenant, ça va être de mettre en musique le changement, et ça va prendre quelques années, parce que c'est pas simple. Sans les excuser, c'est pas simple d'acheter des produits textiles, alimentaires, responsables à travers le monde. C'est extrêmement compliqué. Il y a un problème de traçabilité, de qualité, enfin, vous connaissez la problématique. Mais ça y est, c'est en route. Ils n'auront pas vraiment le choix en plus parce que c'est leur réputation qui va être engagée désormais. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis l'autre volet, moins de biens, moins de liens, le monde de demain, ça sera aussi un monde moins compétitif. La compétition, on a vu où ça nous menait, c'est la course à la rentabilité, c'est marche ou crève, c'est des PME qui disparaissent parce qu'on peut gagner 3 centimes de plus ailleurs dans le monde, c'est la décentralisation à tout va, la délocalisation, c'est quelque chose qui va continuer mais s'atténuer. Les choses ne vont pas changer brutalement du jour au lendemain, ça va prendre plusieurs années. Mais il n'empêche que la coopération se développe. Alors le modèle coopératif qui a 150 ans revient comme quelque chose d'extrêmement moderne et très en vogue, bien sûr, moi ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est des valeurs extrêmement intéressantes. Et sans passer forcément par une coopérative, on va avoir des pratiques commerciales, industrielles, moins compétitives. Alors c'est un signal très faible, mais je vais vous montrer un exemple qui parle de lui-même. La ruche qui dit oui. La ruche qui dit oui, c'est un modèle de distribution extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est une ruche ? C'est quelqu'un qui crée une communauté d'internautes et leur propose de s'unir, un peu comme Groupon, pour acheter des produits locaux de producteurs agricoles, des tomates, des pommes de terre, ce que vous voulez, dans la région, des fromages. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant l'effet de groupement, parce que Groupon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent la masse, ils négocient le prix. Ils font baisser le prix en disant, vous voyez, grâce à nous tous, on a réussi à faire baisser les prix. Donc ça reste très classique, c'est l'ancien modèle. Le modèle de la ruche, c'est un modèle novateur, c'est un modèle nouveau, parce que la relation entre le producteur et les acheteurs n'est plus qualité, au sens où il n'y a plus de négociation commerciale. Comment fonctionne une ruche ? L'animateur d'une ruche, dans un quartier, va voir un producteur de pommes de terre, il lui dit « Nous, on est 300, donc on peut t'acheter grosso modo 300 kg de pommes de terre par semaine. À combien tu nous les fais ?» Et là, le producteur lui dit bah, « Si tu m'en achètes 300, je te les fais à 1 € le kilo. Si
tu m'en prends 10 kg, je te les fais à 3 euros, c'est du biologique ou c'est du local, etc. Là, je te les fais à 1 euro le kilo, un prix très intéressant, parce que tu m'assures les 300 kg. L'animateur de rouge se retourne vers ses membres et leur dit 300 kg de pommes de terre à saisir 1 euro le kilo, envoyez vos commandes, passez vos mails. Dès que les commandes sont prises, il retourne voir le producteur, l'échange est fait, transaction réalisée. C'est tout. Il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de compétition, c'est juste de l'échange. C'est du donnant-donnant, c'était très en vogue à l'époque, le win-win, le gagnant-gagnant. Bon, voilà, c'est exactement ça. On part dans un système économique, on invente un système économique où on partage les frais, ou en tout cas, on trouve un terrain d'entente. Alors ça paraît complètement utopiste de vous dire ça aujourd'hui, parce que dans la réalité, c'est pas vrai. On est tous conscients, et moi-même je suis dirigeant d'entreprise, que dans l'entreprise, c'est pas comme ça pour l'instant, mais ça peut le devenir assez rapidement. Parce que sur les réseaux, ça s'organise, et ce genre d'initiative est en train de se développer. C'est tout petit pour l'instant, mais dans 10 ans, ça sera peut-être plus anecdotique, et dans 20 ans, ça sera peut-être 30, 40, 50% des business, j'en sais rien, mais ça peut devenir extrêmement important. D'autant qu'on a une génération qui est totalement dans cette philosophie, parce qu'on parle toujours d'Internet, les réseaux comme une révolution. Et moi, ce qui m'intéresse dans Internet, c'est pas l'outil. L'outil, il est formidable, on est convaincu. C'est l'équivalent de l'imprimerie, c'est la même chose. On est en train de diffuser la connaissance au niveau mondial grâce à un nouvel outil technologique. Ce qui est le plus intéressant, c'est la philosophie d'Internet. Et la philosophie des réseaux, c'est quoi? C'est le pouvoir latéral, c'est la coopération. On est tous voisins en 2 clics de souris, et on est tous capables de s'unir, de former un groupe et d'avancer ensemble, ponctuellement, pour une opération. C'est le pouvoir latéral. Et on se resépare, on reprend nos individualités après. Ce qui veut dire qu'on va rentrer dans un modèle économique soutenable qui n'est pas du capitalisme ultra, ni du communisme ou du collectivisme, c'est les deux à la fois. Je reste un individu qui consomme, mais qui consomme différemment, qui veut se faire plaisir, qui est parfois égoïste, et en même temps j'ai cette capacité à jouer collectif parce que je suis conscient de mon pouvoir de manière latérale et non plus verticale. Ce que je veux vous dire par là qui est important pour les dirigeants d'entreprise, c'est que le pouvoir vertical, qui est la norme, le dirigeant sait, et après on décline et on descend, pouvoir pyramidal, ça risque de voler en éclats dans les 20 prochaines années. Pourquoi ça risque de voler en éclats? Parce qu'on a les premiers enfants du net qui sont en train d'apparaître. Jusqu'ici, c'était des gens qui étaient nés sans Internet, qui ont apprivoisé la technologie, qui l'ont développée, qui se sont appropriés, avec une pensée verticale, en utilisant le net. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? On va voir arriver sur le marché du travail des gens qui ont une pensée totalement horizontale, coopérative, ils ont besoin d'une info, ils la cherchent sur Internet, ils veulent tout savoir dans l'instantanéité, ce qu'on appelle génération Y entre autres, ils ont une autre vision des choses, ils ne supportent pas la pyramide. Et donc ça va changer beaucoup de choses. Alors il ne faut pas généraliser, pas tous, une fois encore, mais majoritairement, il y a cette attente de latéralité qui est en train de se développer. Parallèlement à cette exigence de sens, de produits impliquants, de produits engageants, que ce soit dans l'alimentaire, dans l'automobile, dans le vêtement, dans les services, on a une autre tendance, comme je vous disais, qui est le just enough. Le just enough, c'est quoi? Eh bien, c'est soit, comme j'ai moins d'argent, j'achète quelque chose qui m'engage, soit pour ce produit ou pour ce service, je n'ai pas assez d'argent à consacrer, je vais acheter la fonction. Donc qu'est-ce que je vais chercher? Le just enough, le juste prix. Ce qui ne veut pas dire que j'achète du low cost, parce que le low cost, ça coûte trop cher, ça ne dure pas. Mais je vais acheter le produit qui est pas trop cher pour la fonction que ça m'apporte. Alors c'est très variable selon les individus, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la Dacia, la Logan qui est just enough low cost, elle se vend très très bien parce qu'on achète de la mobilité. Et comme je vous disais, quand on veut acheter du sens, on va vers une autre marque. Et c'est les deux tendances lourdes qui sont en train de se développer et qui ne sont pas contradictoires, parce que le même individu peut chercher du sens quand il achète une bouteille de vin local. Je connais des vins en Anjou, des vins de table, pas d'appellation d'origine contrôlée. 17 € la bouteille. Pourquoi? Parce qu'ils sont produits en biodynamie, avec une philosophie, une histoire. Voilà. Les gens achètent du sens, du goût, mais du sens. Et ils sont prêts à surpayer cette bouteille. Et à côté de ça, pour rester dans le domaine du vin, vous aurez tous les vins qui ne donneront pas de sens, pas d'histoire, pas d'engagement humain ou environnementaux, qui se vendront à des prix bas. Mais là, la concurrence est sévère, parce que les taux de marge sont beaucoup plus faibles. Donc, on peut jouer sur les deux en même temps, ce que font les constructeurs indiens. La Nano de chez Tata avec Jaguar Land Rover dans la même enseigne. Mais il va falloir prendre position sur les deux, l'un ou l'autre, mais pas rester au milieu, ça c'est certain. Les conséquences du just enough et de la recherche de sens, c'est qu'on va commencer à collectiviser certains produits, certains biens. C'est-à-dire que jusqu'ici, alors c'est un mot assez marxiste, la collectivisation, donc je l'emploie toujours dans les assemblées de dirigeants parce que ça fait réagir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, sachant qu'ils ont moins d'argent, sont prêts à se grouper et à partager des biens qui ne leur paraissent pas essentiels à eux en tant qu'individus, parce que ça n'a pas de sens particulier.
On a l'exemple, par exemple, des outils de bricolage. Est-ce que vous prenez un grand plaisir quand vous achetez une cisaille ou une tondeuse à gazon? Je pense que pour 80% d'entre nous, non. Il y a quelques addicts de la tondeuse, mais ils ne sont pas nombreux. Donc que se passe-t-il? Eh bien, la tondeuse à gazon, la cisaille, le coupe-haie, tous les outils de bricolage, on va en vendre de moins en moins en volume, inévitablement, parce qu'on va commencer à les collectiviser, on va commencer à se les prêter, à les acheter à 3, à 4, avec toutes les conséquences que ça pose, l'entretien. Mais bref, entre gens civilisés, on arrive à se prêter quelque chose et l'acheter à plusieurs. Ça veut dire que si vous êtes sur un marché collectivisable, qui n'est pas très porteur de sens, votre marché va se réduire en volume. Donc il faut l'anticiper aujourd'hui pour donner du sens à votre produit et sortir par le haut. Dans le bricolage, c'est le haut de gamme, c'est la qualité professionnelle par exemple. Ou alors être sur le just enough, le juste prix. Mais là, vous avez une concurrence asiatique sévère, parce qu'eux aussi savent faire des produits just enough, ils ne font pas que du très bas de gamme. Voilà, c'est important d'en prendre conscience. Et ça veut dire aussi que tout ce qu'on peut collectiviser, on peut aussi non plus l'acheter, mais le louer. Il y a une tendance de fond qui est un vieux serpent de mer, on en parle depuis longtemps, de la location longue durée. Elle n'arrive pas à émerger pour des raisons comptables et des réglementations bancaires. Mais il n'empêche que moi, je mets ma main à couper que dans les 5-10 prochaines années, on va avoir des distributeurs qui vont nous dire « Votre électroménager vous coûte cher, quand il tombe en panne, vous êtes au bord du seuil de pauvreté. En plus, c'est compliqué de gérer l'après-vente et ça, c'est un vrai gâchis environnemental de chez une machine à laver au bout de 5 ans. On va tout vous louer. Pour 150 € par an, vous avez la machine, la vaisselle, la télévision, vous avez tout. Vous êtes assuré contre une panne. Et pour que ça fonctionne, ce système de longue durée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des machines solides qui sont amortissables sur 15-20 ans et non plus des machines qui lâchent au bout de 5 ans. Ça veut dire que ce changement de comportement peut nous inciter à relocaliser certaines activités trop coûteuses aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne vendra plus le produit, on louera la fonction. Et à partir du moment où on ne vend plus le produit, on peut faire une machine à laver qui serait vendue 2 000 €, on ne la vend pas, on la loue pendant 20 ans. Pourquoi pas? C'est encore un signal faible, mais ça veut dire que des nouveaux marchés vont se créer par des produits de qualité et que ça veut dire qu'on pourra relocaliser parce que le coût de la main-d'œuvre sera plus faible. Alors attention, je n'ai pas dit qu'on relocaliserait tout, c'est certains produits, certains savoir-faire, mais c'est fort possible aujourd'hui. Il faut arrêter de les vendre, c'est tout. Il faut les louer. Les conséquences de tout ça, de ce monde, eh bien, c'est que le monde change autour de nous, dans la finance, en géopolitique, on l'a vu, la consommation, il y a de nouvelles attentes, et finalement, l'individu devient de plus en plus complexe, parce que ce qui nous empêche d'évoluer aujourd'hui, c'est pas tant la technologie, c'est pas tant l'argent, parce que de l'argent dans le monde, il n'y en a jamais eu autant, mais il est mal alloué, c'est plus un problème de comportement. C'est que beaucoup de gens parmi nous, ce soir, je suis sûr que vous partagerez l'analyse, on est tous prêts à changer, mais le problème, c'est que quand on voit ce qui se passe dans les entreprises dites bio, engagées, il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de... Parfois, je ne dis pas tout, hein, heureusement, il y a des gens très bien, mais il y a beaucoup d'abus, et donc on se dit, bah, à quoi bon changer finalement, tout ça c'est n'importe quoi, c'est encore de la publicité, c'est encore du marketing. Donc on ne fait rien, pas grand-chose. Et en fait, l'individu qui va s'adapter au monde en devenir, c'est quelqu'un qui a complètement une vision complexe des choses, c'est-à-dire qui sait réconcilier avec toutes ces contradictions. C'est que, il n'attend pas qu'on passe d'un système orienté totalement vers la rentabilité à un système totalement bisounours, respectueux de l'homme et de la nature. C'est pas possible. On ne va pas y passer du jour au lendemain. Rome ne s'est pas fait un jour, on ne peut pas changer comme ça notre disposition mentale. C'est un individu qui arrête de chercher la vertu. L'entreprise ne peut pas être vertueuse à 100%, l'individu ne peut pas être vertueux à 100%, ce n'est pas possible. C'est un individu qui accepte que le développement durable, l'économie durable, c'est une démarche de progrès et ce n'est pas un état, un but ultime. C'est l'amélioration des choses au quotidien. Donc c'est un individu qui arrête d'opposer le bien et le mal, qui arrête d'opposer la bonne entreprise à la mauvaise entreprise, qui arrête d'opposer les méchants chinois aux gentils non-pollueurs occidentaux, si je caricature. C'est un individu qui est dans le « et ». Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est Michel Serres qui avait fait ce constat, cette conclusion. Il disait il faut passer du « ou » au « et ». Il faut arrêter d'opposer les choses. Finalement, l'économie durable, elle nous invite à passer à une philosophie yin et yang. L'équilibre est dans les contradictions, l'équilibre est dans la réunification de ces contradictions. Il faut arrêter d'opposer les choses. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui font des choses formidables, mais tout n'est pas formidable. Alors si on attend qu'elles soient totalement formidables, vous n'en trouverez pas. C'est pas possible. Par contre, il y a des gens qui font des choses très 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 bien, et si on les encourageait à aller plus loin, ils feront des choses encore meilleures dans les prochaines années. Mais ce qui nous freine, c'est notre incapacité à penser le « et », on pense le « ou », et dès que quelqu'un fait quelque chose de bien dans une assemblée de dirigeants, il y en a toujours un autre pour dire « oui, mais attends, me fais pas rire parce que ça, tu ne l'as pas fait. Il reste du boulot. » Et ça, c'est très pénalisant, parce que le monde de demain, si on veut le construire, si on veut que ce soit durable, il faut passer au « et ». Et alors, les gens qui passent au « et », il y en a de plus en plus. Il y a ce qu'on appelle
les alter-consommateurs. Donc le terme alter est souvent associé à alter-mondialiste. Mais alter-consommateur, finalement, c'est quoi? C'est un sociologue qui s'appelle Éric Fouquier qui avait inventé ce nom. Ce ne sont pas des anticapitalistes, ce ne sont pas des antisystèmes, ce sont des gens qui consomment autrement. Donc des gens qui sont consommer mieux. Et ces alters, quelles sont leurs valeurs? Eh bien ces alters, c'est des gens qui aspirent à un monde différent, ils aspirent au changement par l'intérieur. Ils sont activistes, c'est intéressant parce que les alters dans l'entreprise, ils vont vous déplacer des montagnes, ils vont s'accaparer les questions de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, de questions de développement durable, ils vont être motivés, être volontaires. Et puis c'est des gens qui sont entrés dans ce process de progrès. Ils n'attendent pas que tout soit parfait pour changer de mode de consommation, de mode de mobilité, de mode de vie. Ils ont entamé une démarche. Et ils n'attendent pas la perfection, c'est juste une philosophie, une nouvelle démarche en disant « je ne suis pas seul, je suis un élément systémique du système. Tout ce que je fais a une répercussion sur l'ensemble de mes confrères, sur mon pays, la région, sur mon pays national, sur mon continent, sur la nature, sur les autres. » Et ça, ils en sont conscients. Donc c'est des gens qui sont toujours dans la recherche du compromis permanent. C'est typiquement les gens qui s'appuient sur boire de l'eau en bouteille ou de l'eau avec des carafes Britax pour filtrer l'eau. Parce que l'eau en bouteille, c'est bourré de phtalate, et quand vous la filtrez, il n'y a plus d'oligo-éléments dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne sait plus. Donc on boit les deux. Voilà l'alter. Il fait le compromis. L'alter, c'est celui qui va regarder les étiquettes des produits pour savoir d'où ça vient, quels sont les composants chimiques, quels sont les colorants. Il est en recherche d'un produit sain pour lui, sain pour les autres, pour la collectivité. Donc c'est pas faire du responsable pour les autres ou que pour ce que c'est bon pour la collectivité, bon pour l'environnement. C'est les deux à la fois. Et il sait qu'il n'y a pas de produit idéal. Mais il y a des choix à faire et c'est quelqu'un d'extrêmement engagé. Et combien sont-ils ces alters? Ils étaient une quinzaine de pourcents il y a 10 ans. Et aujourd'hui, d'après les dernières études d'Ethicity, qui est un cabinet concurrent d'une autre, eh bien, vous avez grosso modo 40% des gens en bas qui sont dans la recherche d'autre chose. Alors c'est des intentions 40%. Hein. Vous n'avez pas 40% d'acheteurs qui retournent les paquets de biscuits dans les supermarchés. Mais ça commence. Quand on leur parle, ils y pensent. 40% qui sont prêts à y aller. Ça fait quand même plus d'un tiers de la population. Un quart de la population qui aimerait bien aller dans l'altérité, qui aimerait bien aller dans la consommation responsable, mais ce quart de population est freiné par les ressources financières. Donc ces gens qui sont en attente d'une offre à des prix raisonnables. Et là, on a tous une responsabilité en tant que fabricants ou distributeurs de services à leur proposer à un prix raisonnable. Et puis il y a un autre tiers, les 35% qui sont dans le déni, qui ne sont pas alters du tout et qui ne le seront jamais. Et ça, il n'y a pas à les juger, c'est bien normal. On n'a jamais 100% de la population qui va dans un sens. Mais si vous prenez le cumul des deux, vous avez 2 tiers de la population qui sont prêts à aller dans une troisième voie. Troisième voie qui commence seulement à se dessiner. Et un tiers qui résiste. Alors la problématique, c'est que ce tiers qui résiste, il y en a beaucoup parmi nos élites politiques et nos élites industrielles et qui s'accrochent. Ça, c'est problématique. Mais les 2 tiers sont prêts au changement. Ce que je veux dire par là, c'est que vos collaborateurs d'entreprise sont souvent très en attente d'un changement. Ils attendent que ça. On leur parle de RSE, développement durable. Si c'est fait, je le dirai après, de manière cohérente, sincère et engagée. Il ne faut pas le faire à moitié, il faut le faire bien. Et puis les exigences croissantes de sens, au-delà de la consommation et des comportements sociaux, on la voit aussi émerger dans la finance. De plus en plus de jeunes, dans l'entreprise plutôt, de plus en plus de jeunes sont en attente d'interactivité, d'engagement. Les projets RSE sont des projets qui motivent les jeunes diplômés à venir dans l'entreprise, qui peuvent motiver des équipes, qui donnent du sens au travail. Vous ne motiverez plus un jeune, comme le dit le sociologue Maffezoli, avec un plan de croissance 2017, objectif de marge nette 10%. Ça ne lui parle pas du tout. Il n'en a strictement rien à faire. Ce qui l'intéressera, c'est de savoir combien il va gagner, certes, combien d'heures il va travailler, surtout s'il peut aller faire un basket entre 5 et 7, bosser le soir à la maison, éventuellement revenir le samedi, mais il faut lui foutre la paix, c'est un peu ça, quand je caricature. Ils sont dans une autre attente. Mais si leur métier peut en plus leur donner l'occasion de s'investir dans une cause humanitaire, sociologique, locale, associative, voilà. Là c'est beaucoup plus sexy que d'aller dans une entreprise rester sur des critères de pure rentabilité. Donc c'est pas à négliger. Et quand on interroge les salariés, on se rend compte que 80% d'entre eux pensent que l'entreprise peut faire beaucoup mieux en termes d'impact écologique, environnemental. Et ils sont 82%, voire 90%, à penser qu'il faudrait en faire plus et que finalement, ils sont prêts à s'impliquer. Et je le confirme par les clients qu'on a pu accompagner dans des PME dans le nord-ouest, dans l'ouest de la France, il y a toujours un taux d'adhésion extrêmement fort. Si c'est bien présenté, si c'est bien accompagné, les gens sont prêts à faire quelque chose. Toute la journée, on est culpabilisé par les médias. Qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu jettes, trie tes déchets, arrête de polluer ta voiture. Vous arrivez dans l'entreprise, on vous dit bon, maintenant tu travailles et tu vas produire. Une fois encore, c'est un peu un raccourci médiatique. Mais si vous leur donnez l'occasion d'exprimer ces frustrations et de donner de l'engagement, ils sont tout à fait partants.
Mais encore une fois, il faut le faire avec sincérité. Exigence de sens et d'engagement, aussi dans la société civile. 2 exemples très rapides. On voit des villes au Pays de Galles comme Totnes qui ont pris en charge leur avenir. Programme de descente énergétique, comment dépenser moins d'énergie. Donc il y a une raison sociale et économique, pas que environnementale. On dépense moins d'argent à se chauffer. Comment on peut réorganiser le transport pour que ça coûte moins cher aux gens, que ce soit moins impactant. Comment on peut réduire les circuits d'alimentation et d'approvisionnement de la ville via une agriculture en ceinture de la périphérie de Totnes. Comment on peut tout changer finalement? C'est les citoyens de Totnes qui ont pris les choses en main, 400 personnes sur un village de 3000 habitants, qui ont décidé de s'impliquer avec la collectivité dans l'avenir de leur village. C'est quand même extrêmement fort. Et ça devient aujourd'hui un laboratoire social. Ils ont développé le tourisme grâce à ça. Les gens viennent du monde entier voir le laboratoire Totnes. Et vous avez aussi un autre phénomène qui prend de l'ampleur dans les pays dits en voie de développement. C'est ce qu'on appelle les fermes urbaines. Des villes comme Paris l'ont très peu développé pour l'instant. Des grandes villes européennes sont un peu en marge, à part peut-être Hambourg ou des quartiers très en pointe. Et vous voyez, en Asie, en Amérique du Sud, sur les toits des immeubles, on met des fermes. Pourquoi on met des fermes, des jardins? 1, ça crée de la biodiversité. 2, ça capte les émissions carbone. 3, ça crée du lien social. Le soir, vous discutez avec vos voisins. Si vous êtes sans emploi, vous montez dans le jardin jardiner, vous rencontrez des gens, vous n'êtes pas inactif. 4, vous cultivez vos carottes et vos patates. Ça vous coûte un peu moins cher que d'aller au supermarché. La boucle est bouclée. Impact écologique, économique, social. La biodiversité préservée, c'est tout à fait dans l'air du temps. Exigence croissante de sens et d'engagement, ça c'est pas la moins importante, parce qu'on a vu que nos problèmes sont en grande partie liés aux dérives de la finance. Eh bien la finance, ça commence tout doucement à changer. C'est un sujet que je connais très bien, parce que j'écris souvent dans le Monde sur ces sujets d'épargne utile, d'investissement utile. Eh bien, il y a 10 ans, il n'y avait rien en France. Aujourd'hui, de plus en plus de gens commencent à s'interroger sur que fait-on de mon argent? Est-ce qu'il cautionne la spéculation Wall Street? Ou est-ce que mon argent il sert à créer des emplois dans ma région, dans mon pays? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui est en train de se mettre en place. Et ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, l'économie solidaire, l'investissement utile, il y a plein d'appellations, c'est en train de se développer, doucement mais sûrement, parce que la jeune génération qui aura 40 ans dans quelques années et qui aura un patrimoine, c'est l'âge où on commence à se constituer un patrimoine, grosso modo, eh bien, commencera à demander des comptes à son banquier, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'ici, parce que tous nos aînés ont été formés dans une école très classique, qui était combien ça me rapporte. Les choses sont en train de changer. Il va falloir encore un peu de temps, mais ça commence à changer. Et c'est quoi l'ISR, l'investissement socialement responsable? C'est ni plus ni moins que la transposition à la finance du développement durable. J'achète une valeur cotée, non pas parce qu'elle est rentable, mais parce qu'elle est rentable, parce qu'elle est responsable au niveau social, au niveau environnemental et en matière de gouvernance. Si je remplis les 4 critères, j'achète. Si les 4 critères ne sont pas remplis, je n'achète pas. Donc on croise les analyses. Analyse financière classique, analyse socialement responsable, et vous prenez les 2 valeurs en vert, BM Michelin, qui sont à la fois rentables et, on va dire, assez responsables. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de responsabilité à 100%. Et vous avez des banques alternatives qui se développent. La banque Triodos aux Pays-Bas, par exemple. Que fait Triodos? Ils vous disent, nous, c'est facile, l'argent que vous nous confiez, il a un usage utile. On est loin des grandes enseignes internationales, et je pense que vous avez la même chose dans votre région. On est loin des grandes enseignes BNP, SocGen, Crédit Agricole et autres, Deutsche Bank, Goldman Sachs, qui utilisent l'argent pour abonder un système spéculatif. On est dans l'investissement utile. Et on n'est pas dans le solidaire ou la philanthropie. On est juste dans le financement des PME qui créent de l'emploi en respect de l'environnement. Voilà, c'est tout. C'est peut-être ce qu'aurait dû toujours rester le métier de banquier dans le monde. C'était les années 80. On a choisi une autre voie. On a vu ce que ça donnait. Et on se rend compte qu'à travers le monde, les investisseurs, alors ils sont une toute petite poignée, on estime que 5% des investisseurs sont responsables dans leur démarche aujourd'hui dans le monde, donc c'est peu, mais ils étaient 0% il y a 10 ans. Les investisseurs sont de plus en plus tatillons sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous avez la famille Rockefeller aux États-Unis qui interpelle le président d'Exxon en lui disant « Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Le tout pétrole, le tout rentabilité, c'est pas bon pour la planète, pour la réputation d'Exxon et pour mes dividendes dans 20 ou 30 ans. » Ce à quoi le président d'Exxon n'entend rien du tout. Vous avez récemment l'Assemblée générale du groupe Syngenta, qui fait donc des intrants chimiques pour l'agriculture, où les dirigeants ont été interpellés par des investisseurs, non pas parce qu'ils ne dégageaient pas assez d'argent, mais parce qu'ils estiment que Syngenta court un risque extrêmement fort, qui est le risque sanitaire lié aux pesticides qu'ils vendent. Et les investisseurs interpellent le président en disant « Arrêtez d'empoisonner les agriculteurs, ça va nous péter à la figure, ça va nous coûter cher. » Donc le changement peut venir par le portefeuille aussi. Les investisseurs ne sont pas des philanthropes pour la plupart.
Ils sont en train de découvrir que l'économie durable, l'investissement durable, c'est source de moins de risques, c'est source d'anticipation, c'est source de valeur, de création de valeur à long terme. Bref, ils ont tout à y gagner. Alors pour l'instant, on a un combat entre les adeptes du court-termiste, les transactions à la nanoseconde, et ceux-là. Mais dans 15 ou 20 ans, l'investissement durable se sera développé et on aura de plus en plus ce genre de situation qui ont un effet domino sur toute la chaîne de production. Parce que même si vous n'êtes pas une entreprise cotée, si parmi vos clients ou fournisseurs, il y a une grosse entreprise cotée en bout de chaîne ou en amont, vous serez concerné par les cahiers des charges. Ça commence, mais ça va s'accentuer de plus en plus. Et puis, je passe celle-là. Cela nous amène à dire que sous la pression du consommateur, sous la pression du citoyen, sous la pression des actionnaires, laquelle va être croissante dans les prochaines années, l'entreprise va passer de la création de valeur, elle va passer à la création d'un engagement, elle va proposer quelque chose d'utile à la collectivité, de plus en plus. J'ai 2 exemples à vous montrer. Le premier, vous connaissez peut-être Léa Nature. Léa Nature, c'est une entreprise qui est basée à La Rochelle, qui fait des cosmétiques biologiques et des produits d'alimentation diététique pour les grandes surfaces, sous la marque Biojardin par exemple. Et le patron de Léa Nature, Charles Kloboukov, quand vous le rencontrez, il vous dit « La rentabilité, pour moi, ce n'est pas un objectif, c'est une contrainte. Il faut que je vive avec tous les jours. Si je ne suis pas rentable, mon entreprise n'est pas pérenne, et mes 600 salariés, je les fous à la porte. Donc j'ai cette contrainte, tous les jours, d'être rentable. Mais dès que j'ai atteint mes 6% de marge, ce qui est son objectif, le reste, on le redistribue dans les filières amont, on investit en R&D, on investit auprès des parties prenantes pour qu'ils nous fournissent des produits de qualité, et on redistribue en aval à nos collaborateurs pour qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent continuer à vivre décemment dans l'entreprise. Vous voyez, c'est une autre vision de l'entreprise. Il propose de l'engagement et des valeurs extrêmement fortes, et ça fonctionne, ça attire du monde. Sachant que ce n'est pas un enfant de cœur, il travaille avec la grande distribution, il sait ce qui est un rapport de force, ce n'est pas antinomique. Vous avez aussi cette entreprise extrêmement intéressante, Piola. L'engagement sincère, transparent. Piola, c'est 2 jeunes étudiants qui viennent de créer cette entreprise. Ils ont voulu créer des sneakers, des chaussures, conçus à partir de produits totalement éco-responsables, en faisant travailler des gens qui ont besoin de gagner leur vie dans des conditions décentes, donc en les payant, je crois que c'est 6 mois d'avance ou 7 mois d'avance. Et tout ça, ils le font comment? Eh bien, ils vous disent, c'est simple. On n'est pas dans le greenwashing, on est juste dans un processus vertueux où on ne se réfugie pas derrière un label, on préfère que les 20 000 € qui permettent d'avoir le label Max Havelaar soient redonnés aux producteurs. Et nous, on vous dit juste qu'on est totalement transparent. Comment on fait? Eh bien, on vous explique toutes les étapes une par une et on vous dit là où ça va mal. Sur le slide précédent, vous avez pu voir que les tannages de cuir, ils vous expliquent que c'est encore très polluant, qu'ils n'ont pas de solution écologique, mais qu'ils font de leur mieux et qu'ils avancent. Ils ne se font pas les chantres de la chaussure propre, ils vous disent juste, on fait la chaussure la plus propre possible, avec un design sympathique à un prix raisonnable, ça commence à 70 € la paire, et on va redistribuer cette richesse tout au long de la chaîne. Et on va tout vous dire, combien on gagne, combien le producteur est payé, combien le transport nous coûte, et combien vous payez pour avoir ces sneakers. Voilà. C'est des modèles d'entreprise créés par des gars qui ont entre 25 et 30 ans. Ils sont totalement dans la transversalité. Et on est loin du modèle dominant, que vous connaissez, Just Do It, on connaît la suite, où les choses changent, mais les choses changent comment? Par des rapports RSE, des rapports développement durable, où tout ça est confié à un monsieur développement durable, mais finalement, au quotidien, les choses changent très très lentement, même si les ateliers se sont améliorés ces dernières années. Donc on passe de la création de valeur pure, cher à Milton Friedman, à la création de valeur avec un grand S, et des grandes entreprises, ben ça m'agace toujours quand on me dit Apple c'est formidable. Et ce qui m'agace encore plus, c'est quand j'arrive dans une assemblée de dirigeants qu'on me dit ce type-là, super, 300 millions € de chiffre d'affaires. Chapeau. Et ben Apple est en train de tomber de son piédestal, ça va venir, moi j'en suis convaincu, parce que Apple, oui, c'est une machine à cash extraordinaire. Oui, c'est l'innovation comme on n'a jamais connu. Steve Jobs a changé le monde, c'est clair. Avec ses tablettes, ses iPhones, ses iPads, il a changé énormément de choses. Ça, c'est sûr. Par contre, au niveau de la responsabilité sociale et environnementale d'Apple, zéro pointé. Et aujourd'hui, ça commence à se retourner contre Apple. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement riches, c'est comme la première capitalisation boursière au monde, que les utilisateurs d'Apple, les Apple addicts, ceux qui achètent 5 Mac, l'iPad, ils ont tous les... Ils commencent à se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'acheter du Apple qui lui-même produit ce que j'aime dans des conditions effroyables. Et c'est la réalité aujourd'hui, hein, chez Foxconn à Taïwan. Et il y a une pétition qui a été lancée au mois de février sur Internet par un consommateur, ça s'appelle Mark Shields. Il a dit « Je veux 300 000 signatures en une semaine ». En une semaine, il a laissé 300 000 signatures, pouvoir latéral. Et que vous dit Mark Shields, c'est extrêmement fort. Il dit « Voilà, vous êtes supposé penser différemment. Je veux continuer à vous aimer, je veux continuer à utiliser vos produits parce que vous avez changé le monde, parce que vous avez changé ma vie, mais aussi...
je veux savoir ce qui se passe quand j'achète vos produits, je ne veux pas que vos produits, je les achète au détriment de souffrances humaines à l'autre bout de la planète. Et ça, c'est extrêmement fort parce que c'est un cri d'amour lancé à la marque qu'il aime. Il dit « Soyez responsables ». Et croyez-moi, ce genre de pétition, il y en aura de plus en plus dans les grandes entreprises au cours des prochaines années. Et donc le développement durable et RSE, ce n'est pas un épiphénomène, ça va s'accentuer. Parce que le pouvoir latéral monte, ça va se développer inévitablement. Et Apple, comme ils sont trop riches, tout le monde se pose des questions sur eux. Obama leur dit quand est-ce que tu crées de l'emploi aux États-Unis, première chose. Et deuxième chose, le New York Times a révélé récemment qu'ils ont mis en place une stratégie d'évasion fiscale hyper performante. Donc tout l'argent qu'ils gagnent, ça va dans la poche d'actionnaires privés, mais l'État américain ne voit quasiment pas la couleur des bénéfices d'Apple. Vous voyez, on est vraiment dans l'entreprise totalement irresponsable. On sait que toutes les multinationales ont une filiale aux Bahamas pour défiscaliser au maximum, mais là, on est dans le summum de la défiscalisation. Ça va finir par se retourner contre l'entreprise, donc je n'achèterai pas une action Apple, je vous conseille de les vendre. Tout ça veut dire que l'entreprise, de manière générale, va devoir repenser sa responsabilité. Elle va devoir passer une responsabilité sociale, environnementale, loco-régionale, à une responsabilité élargie. C'est-à-dire que la RSE aujourd'hui, ce concept de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, eh bien, il est encore trop souvent limité à qu'est-ce qui se passe dans le périmètre de l'entreprise, autour de moi, dans ma région. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va demander aux grandes marques de s'engager sur ce qui se passe dans la filière amont et aval. La filière textile, vous avez peut-être vu Cash Investigation la semaine dernière, sur l'enquête sur l'approvisionnement de t-shirts et de jeans au Bangladesh par des grandes marques qui sont Monoprix et Leclerc, Zara. Et ce genre d'interpellation, comment peut-on vendre des paires de jeans à 10 €, les deux? Eh bien très simplement, au détriment de travailleurs dans un atelier de misère. Et que se passe-t-il? C'est que le consommateur engagé, l'alter-consommateur, l'individu complexe, a compris les rouages du système mondialisé, et il commence à exiger des grandes enseignes, je dis bien il commence, on est au tout début, il commence à dire comment vous pouvez vendre ça? Vous, monsieur Leclerc, vous, monsieur Carrefour, vous, monsieur Champ, vous êtes responsable de ce qui se passe en aval. En amont plutôt. Alors bien sûr, la grande distribution fait ce qu'elle peut, parce que c'est pas facile d'aller mettre un inspecteur du travail dans tous les ateliers du Bangladesh à travers le pays, il y en a plus de 2 ou 3 000 pour Zara, mais on lui demande des comptes. Et ça va s'accentuer. C'est-à-dire que l'entreprise va être responsable de tout ce qui se passe dans son écosystème. Donc le développement durable n'est plus du tout un concept philosophique bobo, on entre dans le dur. Ça commence à se développer de plus en plus. Et ça veut dire que l'entreprise, elle va devoir gérer 3 critères en même temps dans les prochaines années. Le premier, c'est la performance économique. On n'a pas le choix, il n'y a pas de durabilité sans performance économique. Le deuxième, c'est la performance environnementale, et le troisième, c'est la performance sociale. Vous me direz, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. C'est ce que le CJD appelle d'ailleurs la performance globale, hein, parce qu'il y en a dans la salle. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, ça va être de les traiter ensemble de manière complexe. C'est-à-dire que si on les traite séparément en silos, vous faites de l'économie, vous faites du social, vous faites de l'environnement, vous dites ouais, bah, l'environnement ça me coûte cher, le social j'en fais parce que j'aime bien en faire, et puis économique je m'en sors pas trop mal et c'est ma priorité parce qu'il faut que je protège mes fonds propres, etc. Mais il n'y aura pas d'effet vertueux d'entraînement entre les 3 critères. Par contre, si on les traite ensemble de manière indissociable, là ça change tout. Concrètement, ça veut dire quoi? Que tout projet d'investissement dans les prochaines années devrait être pris en fonction de ces 3 critères et uniquement si les 3 critères sont remplis. Vous avez un projet d'implantation d'une entreprise, quel est le critère économique? Est-ce que c'est rentable? Quel est le critère social? Est-ce que je crée de l'emploi? Est-ce que j'en détruis beaucoup? Qu'est-ce qui va se passer pour mes collaborateurs? Est-ce qu'ils doivent se déplacer 100 km par jour? Tout ça doit être anticipé, ça vous le faites déjà bien sûr. Et quel est l'impact environnemental? Et c'est parce qu'on met les 3 au même niveau qu'on rentre dans une dynamique vertueuse. Si on les traite en silos séparément, ça ne marche pas. Ça sera toujours un coût, il n'y aura pas d'effet d'entraînement. Par contre, quand on s'implique dans l'environnement, quand on s'implique dans le social, et tout ça pour un objectif économique également, mais au même niveau, là on rentre dans une dynamique vertueuse parce qu'on motive les gens, on donne du sens, on communique dessus, on innove, bref, et on gagne plus d'argent à l'arrivée. Je ne sais plus qui me disait tout à l'heure, bref, une anecdote qu'en ayant fait ça, finalement, il gagnait beaucoup plus d'argent que quand il était un peu aveugle, concentré uniquement sur la rentabilité, et qui pouvait le démontrer par A plus B via son expérience personnelle. L'entreprise doit donc s'engager de plus en plus, rassurez-vous, j'en ai plus pour 10 minutes, mais elle doit le faire pas n'importe comment. C'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde du XXe siècle, le monde finissant, parce que le XXIe commence seulement, eh bien, c'est que les entreprises disent s'engager, mais elles le font à reculons, ou elles le font mal, elles ne le font pas avec une vraie sincérité. Et celles qui font du greenwashing, c'est-à-dire de la peinture verte, eh bien, elles se font épingler. Walmart, qu'on connaît pour ses pratiques douteuses, a vendu du cochon bio en Chine, pas de bol, c'est pas du cochon bio. Ils ont menti pour gagner un peu plus d'argent.
Le problème, ce qu'a oublié Walmart du haut de son arrogance, ou ce que peut oublier Apple du haut de son arrogance, c'est qu'il y a un réseau qu'on appelle le pouvoir latéral en face, et tout se sait. En l'espace de quelques clics, tout se sait, tout sera dit. Donc il va falloir être sincère, transparent. Et la sincérité et la transparence, eh bien, c'est pour éviter ce genre de situation où vous faites un peu d'engagement, comme le font ces marques, et vous retrouvez avec des logos détournés sur Internet, des petites vidéos, des tas de choses qui font rire les internautes. Nestlé en a fait les frais récemment. Vous connaissez peut-être ce clip qui a été réalisé par Greenpeace il y a quelques mois. Vous voyez un jeune homme manger une barre de Kit Kat et en fait il mange des doigts d'orang-outan, le sang gicle sur son clavier. Et vous avez un gros logo qui vous dit « Arrêtez de manger des Kit Kat parce que vous déforestez l'Indonésie pour produire de l'huile de palme. Donc en mangeant du Kit Kat, vous êtes responsable de la déforestation. » Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la production d'huile de palme, mais il faudrait qu'elle soit réalisée de manière éco-responsable, avec des labels responsables. Et toutes ces grandes marques sont de plus en plus interpellées par des internautes qui demandent de la cohérence et du sens. Et vous avez récemment Mattel qui a été pris à partie par les internautes. Les internautes ont demandé aux producteurs de jouets d'arrêter de mettre de la pâte à papier issue de forêts non gérées durablement. Alors, au début, ils ont mal réagi, ils ont eu encore des attaques d'ONG qui nous embêtent. Le résultat est qu'ils ont dû changer leur approvisionnement en pâte à papier. Et c'est au bénéfice de qui? Eh bien, des entreprises européennes et américaines qui respectent les conditions environnementales et sociales. Donc ça n'a pas que du mauvais, la pression des ONG. Parce qu'elles permettent de faire bouger les choses. Parfois, c'est excessif. Parfois, c'est en faveur de l'entreprise qui, elle, est dans les clous en matière de respect environnemental et social. Donc pour conclure, eh bien, la période qu'on vit actuellement, qui est une période pleine d'incertitudes, mais pleine d'enthousiasme si on veut bien se projeter et voir les signaux faibles, elle nous offre l'occasion de tout repenser de manière totalement transversale. Moi, je vous invite à rentrer dans la complexité. La complexité, comme le dit Edgar Morin, vient du latin complexus. Complexus, le lien, tout est lié. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Ça veut dire que toute décision entraîne un impact et qu'il faut tout penser en même temps. Politiquement, on ne résoudra pas le problème du chômage si on ne le traite pas en même temps que le problème des retraites, de la formation, de l'emploi. Il faut tout traiter en même temps. Il faut arrêter d'avoir une politique de formation, une politique d'emploi et une politique de retraite. C'est le même sujet. Donc il faut supprimer 3 ministères et n'en faire plus qu'un. Là, on aura peut-être à faire quelque chose. Et en plus, on fera des économies. Voilà, on réduira les dépenses. Mais c'est ça l'approche complexe. C'est penser le sujet avec cette vision sociale, environnementale, économique en permanence. Et pas uniquement sur le curseur rentabilité ou environnemental ou social selon ses priorités. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Occident, finalement, dont nous faisons partie, n'a pas trop le choix. Le modèle, on l'a vu, est en train de s'effondrer, il part en lambeaux, c'était la première partie. Et l'autre modèle est en train de naître difficilement, lentement, mais il apparaît. Et pourquoi on n'a pas trop le choix? Eh bien, premièrement, parce que l'économie durable, on est obligé d'y aller pour les ressources naturelles. On l'a vu tout à l'heure. Je prends l'exemple des terres rares maintenant. Les terres rares qui sont présentes dans les écrans de nos iPads, téléphones portables, ordinateurs. Il y en a de moins en moins. Enfin, il y en a, mais elles sont accaparées essentiellement. Le marché est organisé par la Chine, qui contrôle 90% des flux mondiaux. Le jour où ils décident de nous couper les robinets, on n'a plus de terres rares. Comment on fait pour fabriquer nos ordinateurs, nos téléphones portables? On n'a pas la solution. On a bâti un modèle économique occidental sans avoir les matières premières en local. C'est quand même fou, ça. On est assis sur une branche, on l'assit depuis 50 ans, et on ne cherche même pas à développer des ressources locales pour produire des biens qui seront vendables partout dans le monde, bien sûr, mais dont les ressources sont locales. On ne se pose même pas la question, on continue. On continue à faire des voitures électriques à base de lithium. Qui a du lithium dans le monde? L'Afghanistan, la Bolivie, et peut-être le Canada. Où est le lithium en Europe? On n'a pas. Donc on est complètement dépendant des cours du lithium sur les marchés internationaux et de la bonne volonté de ces pays de nous en vendre. Deuxièmement, il faut qu'on change de modèle économique, qu'on aille vers la durabilité, vers la soutenabilité. Pourquoi? Parce que c'est source d'innovation. Si on change de prisme, si on change de grille d'analyse, on pense différemment et on trouve des solutions nouvelles. Je vais prendre l'exemple des panneaux photovoltaïques qui sont une vraie cochonnerie aujourd'hui. Le silicium, on ne sait pas le recycler, ça va poser un vrai problème environnemental dans 10 ou 20 ans. Et bien aujourd'hui en Italie, il y a des gens assez fous pour essayer de développer des panneaux photovoltaïques à base de myrtille. Pourquoi? Même c'est extraordinaire s'ils aboutissent. Parce que la myrtille, c'est non polluant, on peut en produire en quantité, en plus c'est très bon pour la santé, c'est un antioxydant. Et les anthocyanes, eh bien, si on arrive à les mettre dans des films souples et à faire du photovoltaïque sur nos toits ou sur nos façades, on a une ressource de captation énergétique infinie sans aucun impact environnemental. C'est ça l'effort de R&D qui est impulsé par l'économie durable.
Vous avez aux États-Unis, parce qu'ils ne sont pas en reste sur ces questions-là, contrairement à ce qu'on peut penser, IBM, qui, je vous le rappelle, avait inventé les premiers ordinateurs qui occupaient une salle de classe, avant que ça finisse dans une micropuce aujourd'hui, eh bien IBM est en train de travailler sur une batterie qui fonctionnerait à base d'air. Bien sûr, on est au Moyen-Âge de la batterie à base d'air, mais peut-être que dans 10 ou 20 ans, IBM va nous inventer un nouveau moteur à propulsion qui va révolutionner la vie. Et pourquoi IBM se lance dedans? Parce que l'énergie coûte cher et sera de plus en plus rare. Si on n'avait pas la contrainte ressources naturelles et la contrainte environnementale, on n'irait pas se creuser les neurones à trouver d'autres solutions. Donc c'est extrêmement stimulant. On a tout intérêt à changer de modèle aussi parce qu'il faut créer de l'emploi. Le débat sur la croissance aujourd'hui est complètement stérile. Quelle croissance? Une croissance qui repose sur la ponction des matières premières? Une croissance du PIB sans qu'il y ait de création d'emplois en Europe? C'est ça? Si c'est ça, c'est pas de la croissance. C'est la croissance du PIB, ça ne veut rien dire le PIB. Je vous renvoie aux travaux de Stiglitz et de Amartya Sen qui ont été faits en 2009 pour le président Sarkozy. Il faut changer d'indicateur. Ce qu'il faut, c'est créer de l'emploi non délocalisable. Et comment on crée de l'emploi non délocalisable? Eh bien, aujourd'hui, on peut en créer grâce à des secteurs porteurs dans l'économie durable, qui sont les bâtiments efficaces en énergie avec les fameux smart grids, la décentralisation énergétique. Il y a un réservoir d'emplois non délocalisables colossal. Vous avez tout ce qui est énergie renouvelable, bien sûr, qu'il faut penser de manière non centralisée, parce qu'on continue à faire des fermes photovoltaïques, alors que la solution serait peut-être de mettre des éoliennes sur les toits ou autre chose, mais de décentraliser. En tout cas, il y a un volant de recherche important. Le transport durable, il y a plein de choses à faire, le fluvial, la mobilité douce, les transports en commun, ça commence à se développer, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Il faut entretenir, conduire les machines, développer les infrastructures. L'eau douce et l'infrastructure écologique, là, il y a beaucoup de solutions à mettre en place. Une ville comme Marseille perd 40% de son eau potable, ou 30%, parce que les tuyaux sont percés. Si on ouvrait les routes, ça crée de l'emploi. Bon, il faut des budgets, je suis bien d'accord, mais après, c'est de l'allocation d'actifs, des priorités. Et puis l'agriculture durable, on a plein de choses dans le sud-ouest, dans la région, qui se font en matière d'agriculture raisonnée. Je pense au vin de Buzet, par exemple, qu'on connaît bien, à d'autres. Voilà. Il y a un réservoir de croissance d'innovation extrêmement important, et ça, c'est du non délocalisable. Enfin, l'économie durable, c'est aussi parfois une réponse à l'appauvrissement des classes moyennes. On va s'appauvrir, il nous faut des solutions moins coûteuses. Et quand on repense l'architecture d'une maison en matière de bâtiment, on peut faire des économies colossales. Ce monsieur, François Marty, fait des maisons dans le nord de la France, des maisons écolo. Il vous dit, je ne les fais pas pour les bobos, mes maisons écolo. Elles sont vendues à 80 000, 100 000 euros à des gens qui en ont besoin. Pourquoi mes maisons sont intéressantes? Bien parce que sur 60 ans, le temps d'occupation d'une maison par un adulte, en moyenne, et bien finalement, qu'est-ce qui coûte cher? Ce n'est pas la construction, c'est les charges, en eau, en énergie, etc. Donc si on veut bien réformer le modèle bancaire pour accompagner des gens dans le besoin, qui puissent s'endetter sur une longue période, mais avec des montants faibles mensuels, pour se payer des maisons à énergie positive ou BBC, eh bien ça peut changer la face du monde, ça peut changer pas mal de choses. Ça peut changer pas mal de choses. Mais il faut changer les pratiques bancaires. Donc vous voyez que tout est lié. On est dans la complexité. Ça ne se fera pas uniquement par la maison qui est trop chère aujourd'hui. Il faut changer le financement. Et puis, il faut qu'on change de vision et de prisme parce qu'on n'a pas trop le choix. Parce que si on veut rester, et là je ne suis pas bisounours du tout, on est dans une compétition internationale, on a des pays qui veulent manger le monde, c'est bien normal. Eh bien ces gens-là, ils ne nous attendent pas, parce que ce soit aux États-Unis où des entreprises comme Google investissent massivement dans les technologies de demain, les serveurs propres, que ce soit dans les énergies éoliennes, les États-Unis sont en tête des investissements et ont bien compris l'intérêt d'une autre économie et d'autres sources d'énergie. Au Japon, après Fukushima, qui était un véritable électrochoc, vous avez tous les réacteurs qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Ils sont en train de redécouvrir la géothermie. Ça ne veut pas dire que le nucléaire disparaîtra du Japon, mais en tout cas, il y aura une complémentarité en termes de sources énergétiques. Ils vont peut-être trouver des solutions moins coûteuses que celles qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez, dans des pays d'Amérique du Sud, comme là c'est le Chili, on est en train d'imposer des impôts verts, une fiscalité verte, chose qu'on n'a pas encore réussi à faire en Europe, pour inciter les gens à être plus vertueux dans les process de production et dans les pratiques de recyclage et de leurs achats. Et puis enfin, il y a un événement qui est assez intéressant, parce que quand on parle de la Chine en Occident, les gens voient que le côté pollueur, pollueur, pollueur. Et finalement, ce qui est en train de se passer en Chine, c'est tout à fait du yin et le yang. La Chine a beaucoup pollué pendant 20 ans parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils devaient nous rattraper. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de changer de braquet. Ils continuent à polluer, parce qu'il faut produire, et en même temps, ils sont en train de mettre le pied dans une économie plus verte, plus respectueuse de l'environnement. C'est le début. Vous voyez, c'est
ces citoyens chinois qui invitent leurs élus à aller se baigner dans les rivières totalement polluées. 80% de l'eau potable en Chine n'est plus buvable. Elle est totalement contaminée par des métaux lourds. Et vous avez, c'est là où ça devient intéressant, le développement durable, ce n'est pas uniquement une démarche philosophique ou comportementale, c'est aussi une contrainte économique, parce qu'à Pékin, au mois de décembre et au mois de janvier, les avions étaient cloués au sol. Pourquoi? Pour cause de pollution. Pollution industrielle. Un vrai brouillard s'est abattu sur l'aéroport, les avions n'ont pas décollé. 2 journées, ça va, c'est gérable. Imaginez que dans 5 ans, l'aéroport de Pékin ne soit plus exploitable parce qu'il y a trop de pollution au sol. C'est un manque à gagner économique colossal. Et enfin, pour vous montrer la détermination des autorités chinoises à allier croissance et plus de durabilité, ça ne va pas se faire en 2 jours, en 2 ans, hein, ça va prendre des années. Mais au moins, c'est affiché. Lors du dernier plan quinquennal présenté en avril 2011, clairement, le développement durable a été mis au cœur de l'économie chinoise pour les 10 prochaines années. Et on peut leur faire confiance sur la capacité financière et la capacité à imposer dans certaines régions la mutation aux entreprises. Et récemment, c'est passé complètement inaperçu, le leader chinois est allé en Suède. Il a tout simplement demandé au gouvernement suédois de l'assister, de coopérer en matière de développement durable pour faire de la Chine un pays plus vert. Donc vous voyez très bien que les choses sont vraiment en train de changer. Et pourquoi ils le font? Pour des raisons sociales, environnementales, économiques. Ils veulent être leaders dans les technologies vertes de demain. Ils veulent assurer une croissance à tous leurs concitoyens. Et ils veulent réparer les dégâts environnementaux qu'ils ont causés ces 20 dernières années. Et bien sûr, ce n'est pas encore acté aujourd'hui. Bien sûr, on pourrait toujours me montrer des contre-exemples comme quoi c'est pas vrai. Mais on est dans les signaux faibles, on est dans une démarche. Et les choses peuvent aller vite dans les 5-10 prochaines années. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui est une réalité aujourd'hui ne sera pas forcément une réalité demain. Il faut en prendre conscience dès maintenant. En guise de conclusion, je vous encourage à vous engager plus en tant qu'entreprise pour au moins 3 bonnes raisons. Parce que vous pouvez changer les choses en tant que dirigeant. Vous avez un gros pouvoir entre les mains. Parce que la société vous le demande de plus en plus. Les citoyens, les collaborateurs. Demain sera peut-être le politique qui exigera des choses. Et parce que c'est l'intérêt bien compris de l'entreprise, les marchés de demain ne sont sûrement pas dans les modes d'analyse et de fonctionnement du XXe siècle, ils sont plutôt dans un mode décentralisé, transversal, global, complexe, et il va falloir réinventer énormément de choses, et vous avez tout à gagner, tant sur le plan financier, humain qu'environnemental. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis je reste... On va changer. Oui. Merci. Donc, pour poursuivre, je vais inviter Lucie Van